Chers amis, chers auditeurs qui êtes de retour pour nous écouter, dès que je suis monté dans l'avion à destination des États-Unis, j'ai ouvert l'application de la caméra et j'ai vu ma mère et ma belle-sœur à la maison, insultant, giflant violemment ma femme. J'ai immédiatement commandé un taxi pour rentrer et j'ai crié « Vous deux, sortez de chez moi immédiatement ». L'histoire d'aujourd'hui commence à la fin d'un après-midi d'août à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Je venais de passer le contrôle de sécurité avec mon bagage à main, me préparant à embarquer sur un vol à destination de San Francisco pour un voyage d'affaires de 3 mois. Je m'appelle Alexandre, j'ai 39 ans et je travaille comme ingénieur système dans une entreprise technologique. Ce voyage était crucial pour moi. Si je parvenais à mener à bien ce projet, non seulement j'obtiendrais une promotion, mais je recevrais également une prime importante pour couvrir les frais médicaux et le rétablissement de ma femme. Après la douloureuse tragédie survenue quelques mois plus tôt, ma femme s'appelle Hélène. Elle a 34 ans et travaillait comme professeure d'école maternelle. Elle est réservée, parle peu et adore les enfants. Rien qu'en passant devant la cour d'une école et en entendant les rires des petits, ses yeux s'adoucissaient instantanément. Cependant, notre premier enfant n'est jamais né. Nous l'avons perdu alors qu'Hélène n'était enceinte que de quelques mois. Depuis lors, Hélène semble avoir perdu une partie de son âme. Elle continue de cuisiner, de nettoyer la maison et de me sourire. Mais ce sourire est fragile comme une feuille de papier près du feu. Il suffirait d'un mot maladroit pour qu'il s'enflamme et se réduise en cendres. Avant d'entrer dans la zone d'embarquement, j'ai passé un appel vidéo à Hélène. L'écran a affiché le visage de ma femme dans notre salon familier. Elle portait un fin pull beige et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse sur la nuque. Son visage était légèrement pâle. Hélène a essayé de sourire. Elle m'a rappelé de bien manger là-bas, de ne pas veiller trop tard et de ne pas remplacer les repas par du café à cause du travail. En entendant cela, mon cœur s'est serré. Je lui ai demandé, « Il se passe quelque chose à la maison, chérie ?» Elle a été un peu surprise et a secoué la tête. « Rien du tout, Alex, je suis juste un peu fatigué. » « Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur ton travail. » À ce moment-là, je l'ai cru parce que 2 jours plus tôt, ma mère, Madeleine, et ma belle-sœur, Béatrice, étaient déjà venues s'installer chez nous. Ma mère avait dit qu'elle voulait s'occuper d'Hélène quelques jours pour que je sois tranquille pendant mon voyage. Elle m'avait même pris la main en baissant la voix. « Ta femme vient de perdre un enfant. Moi aussi je suis triste. Toi, concentre-toi sur le travail. À la maison, Béatrice et moi sommes là pour prendre soin d'elle. » En entendant cela, j'avais été vraiment ému. J'avais pensé qu'après des mois de froideur, ma mère était enfin prête à ouvrir son cœur à sa belle-fille. Je pensais qu'en tant que femme et mère, elle comprendrait la souffrance d'Hélène. On a commencé à appeler les passagers pour l'embarquement. J'ai raccroché et j'ai envoyé un dernier message rapide à ma femme. « Je t'aime. Attends-moi. » Hélène a seulement répondu. « Oui. » Un seul mot. Bref. Mais maintenant, en y repensant, je me rends compte de la quantité d'épuisement que contenait ce oui, que je n'ai pas su comprendre à l'époque. Une fois confortablement installé dans mon siège, pendant que les passagers, autour rangeaient encore leurs bagages à main dans les compartiments supérieurs, j'en ai profité pour ouvrir l'application de la caméra du salon. J'avais installé cette caméra exprès pour pouvoir jeter un coup d'œil à la maison quand je partais loin et aussi pour qu'elle ait moins peur en restant seule. J'avais seulement l'intention de voir ma femme une dernière fois avant que l'avion ne décolle et que je doive éteindre mon téléphone. Mais dès que l'image s'est ouverte, j'ai eu l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Dans le cadre, ma mère se tenait au centre du salon, les mains sur les hanches. Ma belle-sœur Béatrice se tenait à côté de la table à manger. Une main tenait une pile de papier et l'autre pointait directement le visage d'Hélène. Ma femme était debout, acculée contre une chaise. Son visage était blanc comme la cire. Une main tenait inconsciemment le bas de son ventre, comme elle en avait l'habitude depuis la fausse couche. Ses yeux étaient rouges et ses lèvres pincées. Son corps paraissait petit et pitoyable entre les 2 femmes qui la coinçaient. Je me suis empressé d'activer le son. La voix de Béatrice résonnait, tranchante, comme un couteau. « Ne crois pas que parce que tu as perdu un enfant, toute cette famille doit te mettre sur un piédestal. Si tu ne peux pas accoucher, aie au moins un peu de honte. » J'ai senti mon cœur s'arrêter de battre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma mère a continué froidement. « Alexandre est déjà parti. Tu n'as plus besoin de feindre la faiblesse. Cette maison n'entretient pas les gens qui ne savent que pleurer. » Hélène a dit d'une voix tremblante, mais en essayant de garder un ton poli à chaque mot. « Je ne demande à personne de m'entretenir. Je vous demande seulement, maman et Béa, de ne plus fouiller dans les documents de notre mariage. Les questions concernant la maison et les propriétés attendront le retour d'Alex pour en discuter. » Béatrice a lâché un rire cynique. « Ta maison, comme tu parles bien. Cette
maison est payée avec l'argent d'Alexandre. Pourquoi gardes-tu les documents? Ton intention est d'attendre qu'il parte aux États-Unis pour tout garder pour toi. Hélène a levé les yeux rouges, mais sans reculer. Je suis la femme d'Alexandre. J'ai le droit de garder les documents de ma famille. Vous ne pouvez pas fouiller les armoires à votre guise. À peine eut-elle terminé sa phrase que Béatrice s'est jetée sur elle. Je n'ai vu que la main de cette femme bouger très vite. Clac. Le bruit d'une violente gifle a résonné à travers le haut-parleur du téléphone. Sec et douloureux. La tête d'Hélène a basculé sur le côté. Instantanément, elle a vacillé en s'accrochant au bord de la table. Ses cheveux sont tombés, couvrant la moitié de son visage. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai bondi de mon siège au milieu de la cabine de l'avion. Le téléphone a failli me tomber des mains. Une hôtesse de l'air s'est approchée rapidement pour me rappeler de m'asseoir car ils allaient fermer la porte de l'appareil. Je n'entendais plus rien clairement. Sur l'écran, Hélène se tenait toujours là, avec une joue rouge et marquée, tandis que ma mère et Béatrice continuaient de la forcer à regarder la pile de papier sur la table. J'ai sorti ma valise du compartiment supérieur. Ma voix était rauque. Je ne prendrai pas ce vol. Laissez-moi descendre tout de suite. L'hôtesse est restée silencieuse et quelques passagers autour se sont retournés pour regarder. Je savais qu'abandonner le vol à ce moment-là serait problématique. Je perdrais de l'argent et cela affecterait mon travail. Mais si je restais assis sur ce siège, je ne mériterais plus jamais d'être le mari d'Hélène. Je me suis dirigé vers la porte de l'avion, tout en appelant avec insistance l'assistance pour annuler le vol. Mes mains tremblaient et j'avais la gorge nouée. Dans mon esprit, il n'y avait que l'image de cette gifle et le visage de ma femme contenant la douleur jusqu'à l'épuisement. Je me suis promis que si, cette fois, j'arrivais une minute en retard, je perdrais Hélène pour toujours. Pas la perdre parce qu'elle s'en irait, mais parce que je lui aurais moi-même fait comprendre que dans cette maison, elle n'avait plus personne sur qui s'appuyer. Mais cette histoire n'a pas commencé avec la gifle sur la caméra. Pour comprendre pourquoi une femme aussi douce, qu'elle ait pu être acculée au point de rester paralysée dans sa propre maison, il faut être revenir au jour précédent, quand notre foyer était encore un endroit qui m'apaisait rien que d'y penser. Hélène et moi nous sommes mariés après près de 3 ans de relation. Le jour de notre mariage, il n'y a pas eu de grande fête, juste quelques tables. Dans un restaurant pour la famille proche et les amis intimes. La petite maison, dans laquelle nous vivions n'était pas non plus une villa de luxe, juste une maison mitoyenne dans un lotissement calme en banlieue de Paris. 2 étages, suffisant pour un jeune couple. Mais chaque brique était le fruit de notre sueur à tous les deux. Je me souviens qu'il y a eu des mois, après avoir payé le prêt immobilier, où il ne restait que quelques centaines d'euros sur notre compte. Hélène continuait de sourire et disait, tant que notre maison a de la lumière, de la nourriture et quelqu'un qui nous attend au retour, nous sommes déjà riches. Ma femme est le genre de personne qui n'exige pas grand-chose. Elle était professeure dans une école maternelle privée près de chez nous. Chaque matin, elle se levait tôt, s'attachait les cheveux, préparait ses cours et partait travailler avec un sac en toile plein de couleurs. Les enfants de sa classe l'adoraient. Un jour, je suis allé la chercher et j'ai vu plusieurs enfants s'accrocher aux jambes d'Hélène, refusant de la lâcher. Certains lui montraient des dessins. D'autres demandaient à la maîtresse de continuer à raconter l'histoire du petit lapin blanc. En voyant cette scène, je me suis dit, le jour où nous aurons des enfants, ils seront très chanceux d'avoir une mère aussi douce qu'Hélène. Moi, de mon côté, je travaillais comme ingénieur système. Mon travail m'obligeait souvent à voyager pour des projets éloignés. Parfois, je rentrais très tard le soir. Pourtant, rien qu'en ouvrant la porte, en voyant la lumière du salon allumé et une assiette de soupe chaude sur la table, mon cœur fondait. Hélène n'était pas du genre à dire des mots doux, mais elle prouvait son amour pour son mari par de petites attentions. Chaque fois qu'elle savait que je travaillais tard, elle préparait une serviette chaude dans la salle de bain. Chaque fois que j'étais fatigué, elle posait simplement une main sur mon épaule, en silence et demandait « Chérie, tu veux dîner d'abord ou prendre une douche ?» La vie conjugale n'a parfois pas besoin de grandes choses. Elle réside dans des questions quotidiennes comme celle-là. Ma mère, au début, ne s'est pas opposée à ce mariage, mais elle n'en a jamais été vraiment satisfaite non plus. Elle disait souvent qu'Hélène était douce, certes, mais qu'être trop douce pouvait signifier être faible. Une fois, pendant un repas, ma mère a lâché « Être maîtresse d'école, c'est très bien pour aimer les enfants, mais le salaire est bas. Le jour où il y aura un problème grave à la maison, de quoi allez-vous vivre ?» J'ai juste ri légèrement. Maman, ma femme a un salaire modeste, mais elle sait gérer et c'est déjà suffisant. Hélène, assise à côté de moi, est restée un instant silencieuse en se servant des légumes. À ce moment-là, je l'ai vue, mais j'ai ignoré. J'ai pensé que ma mère était déjà âgée, qu'elle parlait pour parler sans mauvaise intention. Devant moi,
ma belle-sœur Béatrice maîtrisait mieux ses paroles que ma mère. Elle appelait toujours Hélène, la meilleure belle-fille de la maison. Parfois, elle lui achetait même une boîte de chocolat ou un sac de fruits. Mais, dans son dos, ses paroles étaient très tranchantes. Une fois, Hélène m'a raconté que Béatrice lui avait souri et dit « Tu as de la chance d'avoir épousé mon beau-frère Alexandre. Des hommes comme lui, il n'y en a plus. Si on ne peut pas aider son mari financièrement, il faut au moins savoir être reconnaissante. » J'ai écouté Hélène me le raconter et j'ai seulement répondu « Chérie, Béatrice. Parle parfois sans réfléchir. N'y pense pas trop. Maintenant que je m'en souviens, je me rends compte de la façon dont j'ai utilisé ce commode. N'y pense pas trop, pour ignorer tant de blessures dans le cœur de ma femme. Puis la grande tragédie s'est produite. Environ 5 mois avant mon vol, Hélène était enceinte de près de 4 mois. Nous appelions tous les deux le bébé dans son ventre, la petite pousse, car Hélène disait que c'était comme une petite pousse qui n'avait besoin que d'amour pour grandir fort. Elle faisait attention à tout. Elle mangeait selon les recommandations du médecin, marchait doucement. Chaque soir, elle mettait de la musique douce pour bébé, posait la main sur son ventre et souriait doucement. Ce jour-là, j'étais en voyage d'affaires à Lyon. Vers le soir, Hélène s'est sentie étourdie. Elle a eu une légère douleur abdominale et s'est évanouie dans la salle de bain. Elle a d'abord appelé ma mère parce qu'elle pensait qu'elle était la plus proche. Mais ma mère était à une fête chez mon frère aîné, Xavier. Ma mère lui a dit au téléphone « Repose-toi un peu. C'est peu. Juste une baisse de tension. Je passerai quand nous aurons fini de manger. » Jusqu'à ce qu'un voisin entende un bruit et emmène Hélène aux urgences. Il était déjà trop tard. Je suis rentré à la maison le soir même. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Hélène était allongée sur le lit. Son visage était blanc comme du papier. Ses yeux étaient ouverts mais vides. Le médecin a expliqué qu'elle souffrait d'un épuisement prolongé et subissait un stress intense. Depuis plusieurs jours, son corps était faible et son état psychologique instable. Elle avait besoin de soins attentifs, tant sur le plan physique que psychologique. Notre premier enfant n'a pas pu être sauvé. Je suis resté debout dans le couloir de l'hôpital, m'agrippant fermement au mur. J'ai serré Hélène dans mes bras et je lui ai dit que tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir, que je ne lui mettais pas la pression pour avoir des enfants rapidement et que seule sa sécurité me suffisait. Mais tout le monde ne pensait pas ainsi. Ma mère, après cela, ne l'a pas blâmée directement, mais elle soupirait toujours chaque fois qu'elle voyait Hélène. Les femmes d'aujourd'hui sont très faibles. Avant, je travaillais dans les champs jusqu'à la veille de mon accouchement. Béatrice était plus mordante. Une fois, elle a dit, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement lors d'un repas. Curieux. Celle qui doit accoucher ne peut pas, et celle qui ne le devrait pas n'arrête pas. Hélène l'a entendu et n'a pas mangé. Mais elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé la tête pour prendre sa soupe. Ses mains tremblaient tellement que la cuillère frappait le bol. Moi, j'étais assis là, à écouter, mais j'ai seulement dit. Ça suffit, Béa. Ne plaisante pas avec ça. Une phrase légère qui n'a pas suffi à protéger ma femme du couteau qu'on venait de lui planter dans le cœur. Après cela, j'ai su qu'avant qu'Hélène ne fasse la fausse couche, Béatrice lui avait donné un petit flacon de comprimé en lui disant que c'était des vitamines de grossesse que ma mère envoyait pour qu'Hélène soit en bonne santé. Elle lui a dit de ne pas m'en parler pour ne pas m'inquiéter. À ce moment-là, Hélène l'a cru, pensant qu'après tout, c'était la famille. Ce détail s'est noyé à l'époque, dans la tristesse. Personne ne l'avait plus jamais mentionné, mais c'était comme une épine plantée profondément sous la peau, attendant le jour pour s'infecter. J'ai parfois cru que j'étais un mari qui aimait sa femme parce que je ne l'ai pas blâmé après la fausse couche. Mais en réalité, aimer sans protéger, c'est seulement aimer en parole. J'ai laissé Hélène dans cette maison, supportant seuls les regards, les mots, les allusions déguisées en conseils familiaux. Et c'est mon silence qui lui a fait comprendre peu à peu qu'il y avait des souffrances que même si elle les exprimait, personne ne prendrait son parti. Après la fausse couche, la vie d'Hélène a ralenti. Elle ne travaillait plus à la maternelle et sortait rarement voir ses amis. Il y avait des soirs où, en rentrant du travail, je la voyais assise près de la fenêtre. La main sur le ventre comme une habitude dont elle n'avait pas encore pu se défaire. Je savais que ma femme souffrait, mais nous les hommes, nous sommes souvent très maladroits. Nous croyons que ramener de l'argent, acheter des vitamines et emmener sa femme chez le médecin suffit à remplir notre responsabilité. Tandis que pour les blessures du cœur, nous pensons que le temps les guérira tout seul. Penser ainsi était une erreur que je n'ai vraiment ressentie que plus tard. Une semaine avant mon voyage aux États-Unis, ma mère m'a appelé. Ce jour-là, j'étais au bureau. Je venais de terminer une réunion avec l'équipe du projet. L'écran a affiché le nom de maman. J'ai répondu. La voix de maman à l'autre bout du fil était plus douce que d'habitude. Alexandre,
Tu prends l'avion là. Semaine prochaine, n'est-ce pas? Maman prévoit de rester chez vous quelques jours. J'ai été un peu surpris car après ce qui s'était passé avec Hélène, maman demandait rarement d'elle-même comment nous allions. J'ai demandé, tu veux venir? Il se passe quelque chose? Maman a soupiré. Ta femme vient de perdre l'enfant. Je suis triste aussi. Tu vas loin. Laisse maman s'occuper d'elle quelques jours. Je ne serai pas tranquille si elle est seule. En entendant cela, mon cœur s'est soudainement attendri. En tant que fils qui ne veut pas croire que sa mère n'aime pas vraiment sa femme, j'ai pensé que les paroles dures d'avant étaient seulement dues au fait que maman était triste de perdre son petit-fils, parce qu'elle ne savait pas s'exprimer avec plus de douceur. Je m'en suis même voulu d'avoir mal pensé de ma mère. Ce soir-là à la maison, j'en ai parlé à Hélène. Elle pliait des vêtements pour mon voyage. Ses mains se sont arrêtées un instant, et elle est restée silencieuse. Un long moment. Je lui ai demandé, « Tu ne veux pas que maman vienne, Hélène ?» A levé les yeux. Son regard montrait quelque chose de fatigué et de méfiant. Si maman vient vraiment pour s'occuper de moi, je suis contente. Mais, Alex, ne laisse pas Béa venir aussi. J'ai été très surpris. À mes yeux, Béatrice, bien qu'elle parlât avec impertinence, restait une personne habile. Chaque fois qu'elle venait à la maison, elle apportait toujours des fruits ou des chocolats. Parfois même, elle envoyait des messages pour demander si Hélène avait mangé. J'ai redemandé, « Pourquoi, chérie? Béa a fait quelque chose ?» Hélène m'a regardé. Ses lèvres ont bougé comme si elle voulait raconter quelque chose. Mais ensuite, elle a juste continué à plier mes vêtements. Sa voix a baissé. Il y a des choses que si je te les raconte, tu penseras que je suis trop sensible. Laisse tomber. Dis à maman que si elle veut venir, qu'elle vienne. Seule, qu'elle ne laisse pas Béa rester trop longtemps. J'aurais dû poser des questions jusqu'au bout. J'aurais dû poser les vêtements, m'asseoir à côté de ma femme et lui dire, « Raconte-moi, je t'écoute. » Mais, ce moment-là, dans ma tête, il n'y avait que des horaires de vol, des documents, de visa, des dossiers de projet et des tonnes de réunions. Je lui ai tapoté, doucement l'épaule. « Laisse Béa aider maman aussi. C'est bon, ne t'inquiète pas. Tant. Je ne pars que 3 mois. Essaie de supporter un peu. Quand je rentrerai, je me rattraperai. » Hélène n'a pas répondu. Elle a juste baissé la tête en pliant les vêtements très soigneusement. Elle les pliait avec autant de soin que si elle essayait de mettre de l'ordre dans le chaos de son cœur. 2 jours plus tard, ma mère est vraiment venue, mais elle n'est pas venue seule. Béatrice apportait une corbeille de fruits, un sac de vitamines et même une boîte hermétique de bouillon de poulet fait maison encore chaud. Son visage affichait un sourire radieux, comme celui de la belle-sœur exemplaire. Dès qu'elle a passé la porte, elle a pris la main d'Hélène. Sa voix était douce, comme du miel. « Oh mon Dieu, tu as tellement maigri, Hélène. Une femme doit savoir prendre soin d'elle. Mon beau-frère part loin. Laisse-nous nous occuper de toi quelques jours. » Ma mère acquiesçait également. « Oui, toi, repose-toi. Des tâches ménagères, nous nous en occupons, Béatrice et moi. » J'ai vu cette scène et je me suis senti soulagé. La maison, qui avait été silencieuse après la tragédie de la fausse couche, résonnait soudain du bruit. Des allées et venues, du parfum du bouillon chaud, de la voix de maman donnant des conseils. J'ai même pensé que j'avais de la chance car avant de partir loin, au moins ma femme avait sa famille à ses côtés. Béatrice a sorti son téléphone, a enregistré une courte vidéo et me l'a envoyée, le soir même. Dans la vidéo, elle servait du bouillon dans un bol. Ma mère était assise à côté en épluchant une pomme. Hélène se tenait derrière avec un sourire, gênée. Béatrice parlait à la caméra. « Beau-frère, ne t'inquiète pas, d'accord? À la maison, je suis là. Je prendrai soin de ta femme mieux que de moi-même. » Moi, après l'avoir vue, j'ai même envoyé un emoji pleurant de rire. Et j'ai dit à Hélène d'obéir à maman et à Béa. Mais cette gentillesse n'a duré que pendant ma présence. Mais cette gentillesse, suis sorti finaliser les documents de mon vol. Béatrice a commencé à changer de ton. C'est Hélène qui me l'a raconté plus tard. Cette femme a posé le bol de bouillon sur la table et a regardé autour de la maison. Une maison pour seulement un couple. Comment peut-elle être aussi en désordre? Qu'est-ce que tu fais toute la journée à la maison? Hélène a dit doucement, ces jours-ci, j'ai été un peu fatiguée, donc je n'ai pas eu le temps de nettoyer à fond. Béatrice a lâché un faux rire. Fatiguée, hein? Qui n'est pas fatigué? Une femme perd un enfant, et on dirait qu'elle a perdu la vie entière. La vie, il faut regarder vers l'avant. Pas rester traîné comme ça. Quel homme peut supporter ça? Ma mère ne l'a pas grondé directement. Elle s'est assise sur le canapé en soupirant profondément. Elle disait souvent des phrases qui semblaient dites sans faire exprès, mais qui blessaient profondément. Alexandre est le plus
jeune mais le plus responsable. Il travaille dur du matin au soir et en rentrant, il doit encore voir sa femme déprimée. Mon pauvre fils. Une femme, en tant qu'épouse, même si elle est malade, doit savoir penser à son mari. Que l'homme ne rentre pas fatigué de l'extérieur pour en plus trouver un fardeau à la maison. Ces phrases se posaient sur les épaules d'Hélène comme de petits sacs de sable. Elle ne la faisait pas s'effondrer immédiatement, mais elle suffisait à la voûter un peu plus chaque jour. L'après-midi, Béatrice a commencé à poser des questions sur les documents. Au début, elle parlait avec beaucoup de naturel. « Hélène, où est le petit coffre-fort de votre maison? Je veux les titres de propriété et les papiers d'assurance pour les organiser avant qu'Alex ne parte. Au loin. » Les hommes sont parfois négligents. Les documents importants doivent être contrôlés par quelqu'un de responsable à la maison. Hélène est restée silencieuse et a posé son verre d'eau sur la table. Les affaires concernant les documents et les biens de notre mariage, laissons Alex rentrer et nous les organiserons tous les deux. Merci, Béa. Le visage de Béatrice a changé instantanément. Elle a regardé ma mère et a ri cyniquement. Écoute ça, maman, notre belle-fille protège beaucoup les biens. Je pose juste une petite question et elle se met sur la défensive comme si je demandais de l'or. À partir de ce jour, l'ambiance à la maison est devenue glaciale. Ma mère a commencé à me raconter au téléphone qu'Hélène était difficile, qu'elle s'enfermait dans la chambre et ne voulait parler à personne. Béatrice ajoutait « Tu pars loin, mais ta femme ne lâche pas les documents. Je te parle. Sincèrement. Une femme comme ça, il y a de quoi s'inquiéter. » J'écoutais ça de loin et je pensais qu'Hélène était sensible après la tragédie. Alors, ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma femme. « Essaie d'être gentille avec maman. Et Béa ces jours-ci. Quand je rentrerai, je me rattraperai. » Ce message a été envoyé très vite, mais ses conséquences ont duré longtemps. Hélène a seulement répondu « Oui. » Je ne savais pas que ce mot ne signifiait pas un accord. C'était le bruit d'une porte qui se refermait dans le cœur de ma femme parce qu'à ce moment-là, elle avait déjà compris que le danger était à l'intérieur de la maison, tandis que la seule personne dont elle espérait qu'elle la protégerait ne voyait encore rien. Après cela, quand tout a éclaté au grand jour, j'ai compris que Béatrice n'était pas entrée chez moi avec l'intention d'être la belle-sœur qui vient prendre soin. Elle est venue comme quelqu'un qui a déjà planifié ses coups, attendant seulement que je quitte la maison pour commencer à dévoiler son jeu. Et moi, pour avoir trop fait confiance au mot « famille », j'avais ouvert de mes propres mains la porte pour que la tempête entre dans le foyer que nous avions construit. Avec tant d'efforts pendant des années. Mon frère aîné s'appelle Xavier. Il a 6 ans de plus que moi. Petit, il était la fierté de maman. Maman disait souvent que Xavier était le fils aîné qui remplacerait plus tard papa pour gérer le patrimoine. Tandis que moi, en tant que fils cadet, je devais seulement bien étudier et vivre décemment. Mais la vie ne se passe pas toujours comme les parents l'espèrent. Xavier est une bonne personne mais peu doué en affaires. Il y a quelques années, il a investi du capital pour ouvrir un magasin de meubles avec un ami. Au début, les affaires semblaient bien marcher. Mais ensuite, beaucoup de stock s'est accumulé. Le loyer du local a augmenté et son associé a retiré son capital en cours de route. Le magasin a fermé, les dettes ont commencé à s'accumuler sur ses épaules. Je savais qu'il avait des difficultés et je l'avais aidé plusieurs fois, parfois, en transférant un peu d'argent pour payer les salaires des anciens employés. Parfois, mais je lui expliquais toujours. Je t'aide dans la mesure de mes moyens. Ma maison a encore un prêt immobilier et il y a la santé d'Hélène. Ne dépend pas trop de moi. Xavier, à ce moment-là, se contentait de soupirer et disait « Oui, je sais. » Mais Béatrice était différente. Elle ne considérait pas cela comme de l'aide. Elle considérait que c'était mon obligation. Béatrice avait dit à ma mère une phrase que la mère elle-même a racontée plus tard lorsqu'elle a été acculée. « Regarde, maman. Alexandre a maintenant une maison. Il a un travail. Bientôt, il part aux États-Unis. La prime ne sera sûrement pas petite. Xavier est son frère de sang. Comment peut-il avoir le cœur de voir son frère sombrer, qu'il hypothèque temporairement la maison? Quand il aura réuni le capital, il pourra la récupérer. Ça ne sera pas perdu. Ma mère aimait vraiment Xavier. Dans son cœur, il était le fils aîné mais malchanceux. Tandis que j'étais le fils cadet chanceux d'avoir un travail plus stable. Il a suffi que Béatrice éveille la compassion de maman envers son fils, pour qu'elle s'adoucisse immédiatement. Le danger, c'est que Béatrice n'a pas dit directement à maman qu'elle voulait hypothéquer ma maison. Elle a enveloppé ça dans une très belle enveloppe. Sauver le frère, maintenir l'honneur de la famille, ne pas laisser le fils aîné se faire réclamer des dettes. Elle a aussi chuchoté à maman. La maison d'Alexandre est au nom des deux. Mais qu'une femme comme Hélène garde les documents, c'est très dangereux. Elle vient de
perdre un enfant. Son caractère est instable. Si plus tard elle se fâche et va en emportant tous les documents, notre famille perdra tout. Cette phrase, notre famille, sonnait très proche, mais en réalité, elle avait exclu Hélène, transformant ma femme en une étrangère qui gardait les biens familiaux. Depuis ce jour, le regard de ma mère sur Hélène a beaucoup changé. Avant, maman critiquait seulement Hélène pour être faible et silencieuse. Maintenant, dans chaque phrase de maman se mêlait aussi le soupçon. Elle demandait souvent « Où sont les titres de propriété de votre maison? Les livrets d'épargne de vous deux? Qui a l'assurance d'Alexandre? Qui est le bénéficiaire ?» Hélène l'entendait et était surprise, mais elle continuait de répondre avec douceur. « Ces affaires, nous les gardons ensemble dans le coffre-fort. Quand Alex en aura besoin, nous les sortirons tous les deux. » Ma mère, en entendant cela, s'assombrissait immédiatement, comme si cette réponse était un défi. Un après-midi, pendant qu'Hélène était dans la salle de bain, Béatrice est entrée en cachette dans mon bureau. La petite caméra du couloir, initialement installée pour surveiller l'entrée, a enregistré par hasard l'ombre de cette femme, se penchant pour ouvrir chaque tiroir du bureau. À ce moment-là, je n'avais pas encore vu cet enregistrement, donc je l'ignorais. Dans l'enregistrement que j'ai vu plus tard, Béatrice ouvrait les tiroirs du bureau, feuilletait chaque pile de papier, vérifiait même le dossier où je gardais les polices d'assurance. Elle le faisait très vite, avec beaucoup de dextérité, pas comme quelqu'un qui est juste curieux. Ma mère se tenait devant la porte du salon avec un verre d'eau à la main, regardant vers la salle de bain comme si elle montait la garde. Cette scène, rien que d'y penser, me donne la chair de poule. Hélène est sortie de la salle de bain et a vu les tiroirs du bureau légèrement ouverts. Une pile de factures était de travers. Le pot à crayon était tombé par terre. Certains dossiers n'étaient plus en ordre. Elle a demandé à Béatrice avec beaucoup de calme. « Tu viens d'entrer dans le bureau de mon mari ?» Béatrice, qui était assise sur le canapé à l'extérieur en regardant son téléphone, a levé les yeux et a lâché un faux rire. « Qu'est-ce qu'il y a? Cette maison appartient à mon beau-frère. » J'ai un peu regardé les documents. Qu'y a-t-il de mal à ça? Hélène a regardé directement cette femme. Sa voix était toujours basse, mais chaque mot était clair. Cette maison est la propriété conjointe de mon mari et de moi. Si tu veux voir quelque chose, attends qu'Alex revienne. Je ne permets à personne de fouiller sans permission dans les affaires privées de notre mariage. Cette phrase a atteint en plein cœur l'objectif réel de Béatrice. La femme s'est levée immédiatement, changeant de couleur. Propriété conjointe, comme tu parles bien. Tu n'es là que depuis quelques années et tu divises déjà clairement ce qui est au mari et ce qui est à la femme. Pas étonnant que maman dise que tu vis sans sentiment. Ma mère est sortie de la cuisine. Sa voix était grave. Hélène, en tant que belle-fille, pourquoi gardes-tu les documents comme ça? Quelle différence y a-t-il avec le fait de soupçonner la famille de ton mari? Dans ta propre maison? Nous demandons juste un peu et tu mets déjà des barrières. Quand Alexandre partira loin, qui sait ce que tu comploteras? Hélène a gardé le silence quelques secondes. Je crois qu'à ce moment-là, elle avait très mal. Mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit « Je ne soupçonne personne si tout le monde respecte l'intimité de notre mariage, mais les titres de propriété de la maison ne sont pas quelque chose qu'on peut regarder à tout moment. » À partir de ce jour, Hélène a commencé à être plus prudente. Elle a pris des photos de l'état des tiroirs dérangés. Elle a gardé chaque message de maman et de Béatrice demandant après les documents. Elle a même noté dans un petit carnet la date et l'heure chaque fois que quelqu'un mentionnait le coffre-fort, l'assurance ou les livrets. Non pas parce qu'elle voulait aggraver le problème, mais parce qu'elle avait peur que si la vérité était déformée, elle n'aurait rien pour se défendre. Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est que dans le sac de Béatrice, il y avait déjà une procuration pour l'administration des biens, photocopiée très nettement. Sur ce document, les informations relatives à ma maison étaient déjà presque complètes. Il ne manquait que la signature d'Hélène et quelques lignes de confirmation. Le plan de cette femme était très clair. Avant que je ne prenne l'avion, elle devait forcer Hélène à le signer. Ensuite, elle me dirait que ma femme avait volontairement aidé son beau-frère à trouver des capitaux. Et si Hélène refusait, elle l'accuserait d'être égoïste et de ne pas penser à la famille de son mari. Elles avaient tendu un piège dans ma propre maison. Celle qui a posé le piège était la belle-sœur. Celle qui surveillait le piège était ma propre mère. Et là, qu'elle visait était une femme qui venait de faire une fausse couche, affaiblie au point de s'effrayer la nuit au moindre petit bruit. En y repensant, maintenant, je me rends compte qu'il y a des conspirations qui n'ont pas besoin de couteaux, qui n'ont pas besoin de sang, mais qui peuvent tuer la confiance d'une personne. Le matin de mon vol, la maison était étrangement silencieuse. Je me suis levé, avant 5 heures. J'ai traîné ma valise jusqu'au salon et j'ai vu que maman était
déjà assise sur la chaise. Devant elle, il y avait un sac de viennoiserie et une tasse d'infusion. Béatrice s'était aussi levée plus tôt que d'habitude, les cheveux bien coiffés et avec un sourire aimable, comme si de rien n'était. Si on regardait seulement de l'extérieur, n'importe qui aurait pensé que dans ma maison, ce jour-là, on ressentait une grande chaleur familiale. Une mère, affectueuse avec son fils, une belle-sœur attentionnée, un mari et une femme se disant au revoir avant un long voyage. Mais cette chaleur, quand je m'en souviens maintenant, n'était que comme des braises recouvertes de cendres. En dessous, il y avait un feu ardent, n'attendant qu'une étincelle pour s'embraser. Ma mère a mis le sac de viennoiserie dans ma main. Sa voix s'est adoucie. Là, bas. N'oublie pas de bien manger. Ne te concentre pas uniquement sur le travail en sautant les repas. À la maison, maman est là pour s'occuper de ta femme. Ne t'inquiète pas. Béatrice, debout à côté, a ajouté immédiatement. Beau-frère, fais un bon voyage, hein? Hélène, à la maison, a sa belle-sœur et sa belle-mère. Personne ne la laissera souffrir. En entendant cela, je me suis senti un peu soulagé. Un homme qui part au loin, rien que de croire qu'il laisse derrière lui sa famille pour veiller sur sa femme, sent déjà le fardeau un peu plus léger. Hélène se tenait près de la porte de la chambre. Son visage était pâle. Elle portait ce fin pull beige. Ses mains étaient croisées devant son ventre. Plusieurs fois, j'ai vu qu'elle me regardait comme si elle voulait me dire quelque chose en privé. Mais chaque fois qu'elle faisait un pas, Béatrice l'interrompait immédiatement, tantôt pour me demander où j'avais rangé mon passeport, tantôt pour rappeler à maman de me donner plus de médicaments contre la grippe à mettre dans la valise, tantôt en tirant Hélène de côté et en lui disant « Apporte-moi un mouchoir ». Moi, à ce moment-là, j'ai juste pensé que ma belle-sœur était attentionnée et s'inquiétait de mon voyage. Je n'ai pas compris que c'était sa façon de couper toute dernière chance pour ma femme de demander de l'aide jusqu'à ce que le taxi que j'avais commandé via l'application m'ait indiqué qu'il était devant la porte. Ce n'est qu'alors que j'ai serré Hélène dans mes bras. Son corps était plus froid que d'habitude. J'ai caressé doucement le dos de ma femme et j'ai dit « J'y vais. Je t'appellerai souvent. Repose-toi à la maison. Ne réfléchis pas trop. » Hélène a levé les yeux et m'a regardé. Ses yeux étaient profonds et étrangement tristes. Elle a seulement dit très doucement, presque comme un murmure à mon oreille, « Souviens-toi d'ouvrir souvent la caméra. » Je suis resté un peu silencieux, mais ensuite je me suis expliqué à moi-même qu'elle avait peur d'être seule à la maison et voulait que je regarde la maison pour être rassuré. J'ai hoché la tête. Oui, je m'en souviendrai. Je suis sorti de la maison. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Hélène toujours debout sur le pas de la porte. Ma mère était derrière elle tandis que Béatrice se penchait pour me saluer avec un sourire. La porte s'est refermée très doucement, dans un simple clic. Pourtant, après cela, je m'en suis toujours souvenu, parce que ce bruit de serrure a été comme le son qui m'avertissait que je venais de laisser ma femme dans une maison qui n'était plus en sécurité. Dès que le taxi a quitté la résidence, à l'intérieur de la maison, tout a basculé instantanément. Je l'ai su plus tard après avoir regardé les enregistrements de la caméra et écouté Hélène raconter chaque détail. Béatrice ne souriait plus. Cette femme est allée directement à la porte d'entrée, là, fermée à clé et a mis la clé dans sa poche. Hélène a demandé, surprise, « Pourquoi fermes-tu à clé, Béa ?» Béatrice est revenue et a posé une épaisse liasse de papier sur la table à manger. Sa voix était froide et claire. « Oh, c'est stoï. » Ma mère s'est assise sur la chaise principale avec un visage fermé. Béatrice poussait la liasse de papier vers Hélène. « Lys. C'est seulement un document permettant à Xavier de contracter un emprunt garanti par les biens afin de financer son entreprise. Entre frères, on s'entraide. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» Hélène n'a pas pris le stylo tout de suite. Elle a tiré la liasse de papier vers elle et a lu chaque ligne. Plus elle lisait, plus son visage pâlissait, parce que le contenu n'était pas un simple prêt temporaire. C'était une procuration qui permettait d'utiliser notre maison comme garantie pour un gros prêt, accompagné de clauses telles que, d'une simple signature, le contrôle de la maison pourrait passer entre les mains de tiers. Hélène a reposé les papiers. Sa voix tremblait, mais elle était claire. Je ne vais pas signer ça. Une affaire aussi importante doit être vue par Alex et un avocat. Ce n'est pas comme acheter une armoire où tu dis qu'on peut signer comme ça. Béatrice a lâché un rire cynique. Avocat, de qui as-tu appris ce ton? Tu crois que dans cette maison, nous sommes tous des imbéciles? Ma mère a donné un coup de poing sur la table qui a fait sursauter Hélène. Elle prononçait chaque mot, lourd comme une pierre. Tu n'as pas donné de petit enfant à cette famille et maintenant tu ne veux même pas aider pour une petite affaire ton beau-frère. Tu veux que cette famille brise les liens de fraternité? Cette phrase a planté le couteau directement dans la blessure la plus
profonde d'Hélène. Son visage est devenu livide. Une main agrippait fermement le bord de la table. Mais elle a essayé de garder son calme. Perdre mon enfant est déjà assez douloureux. Maman, n'utilise pas ça pour me mettre la pression. Je ne vais pas contre la famille de mon mari. C'est juste que je ne peux pas signer de documents quand mon mari n'est pas là. Béatrice l'interrompit immédiatement. Que tu ne vas pas contre la famille et pourquoi gardes-tu la maison avec tant de jalousie? Ou alors, tu prévois déjà que si tu divorces, tu garderas la moitié de la maison, tandis que pour les frères de ton mari, qu'ils aillent au diable? Hélène a levé les yeux et a regardé cette femme. Elle avait les yeux rouges, mais elle ne versait pas de larmes. Ne m'accuse pas de faire des choses que je n'ai pas faites. Si tu veux, vraiment seulement un prêt pour un capital, attends qu'Alex revienne. Nous assoirons tous ensemble et nous en parlerons bien. Mais m'obliger à signer alors qu'il vient de partir pour l'aéroport, tu sais très bien que ce n'est pas correct. Cette phrase a été comme une gifle au visage de Béatrice. La femme s'est jetée en avant, a arraché la liasse de papier des mains d'Hélène, a ouvert la dernière page qui était déjà préparée et lui a mis le stylo devant le visage. Signe. Ne me fais pas répéter une troisième fois. Hélène a reculé d'un demi-pas. Je vais appeler Alex. Elle venait de tendre la main vers le téléphone sur la table, mais Béatrice a été plus rapide. Elle a attrapé le téléphone et l'a caché dans son dos. Appeler pour quoi faire? Il est déjà à l'aéroport. Tu crois qu'il va annuler son vol pour ton petit numéro de fille gâtée? Ma mère s'est levée, bloquant la sortie du salon. Sa voix est devenue froide. Si tu ne signes pas aujourd'hui, n'espère pas pouvoir vivre tranquille dans cette maison. Hélène a regardé ma mère. Ses lèvres tremblaient. Tu me menaces, maman? Ma mère a répondu. Je t'apprends à être une bonne, belle fille. Hélène a fait un pas en avant pour récupérer son téléphone, non, pas pour attaquer, mais pour se sauver. Béatrice l'a esquivé tout en tirant violemment le bras d'Hélène. Les deux ont lutté autour de la table. La liasse de papier est tombée par terre. Le stylo a roulé sous une chaise. Hélène a essayé de dire « Rends-moi mon téléphone, je veux juste appeler mon mari ». Mais, Béatrice a soudainement levé la main. Le bruit de la gifle a résonné. Sec, au milieu du salon. Hélène a titubé. L'une de ses joues est devenue instantanément rouge, marquée. Béatrice l'a pointé directement du doigt au visage. Espèce de femme inutile, tu perds l'enfant et en plus tu veux détruire la famille de ton mari. Pour qui te prends-tu pour oser affronter ta belle-mère? Pour affronter ta belle-sœur? Et juste à ce moment-là, à l'aéroport, je venais de m'asseoir sur mon siège, dans l'avion, et j'avais ouvert la caméra. Tout ce que j'avais essayé de ne pas croire, de considérer comme un malentendu ou de dissimuler derrière le mot famille s'est soudain révélé, à nu devant mes yeux. Ma femme giflait dans sa propre maison, obligée de signer des documents dans mon dos. La souffrance de la perte de notre enfant utilisée comme une corde pour l'attacher. Tandis que moi, le mari idiot, à peine quelques heures plus tôt, je lui demandais encore d'essayer d'être gentil avec maman et Béa. Dès l'instant où cette gifle s'est fait entendre à travers l'écran de la caméra, j'ai su que si je restais assis sur ce vol, de toute ma vie, je n'aurais plus jamais le courage de regarder Hélène en face. Il y a des erreurs qui peuvent encore être pardonnées. Il y a des retards qui peuvent encore être compensés. Mais il y a aussi des moments où, si un homme ne se lève pas, son mariage s'effondrera sous ses yeux. Je me suis levé et j'ai sorti ma valise du compartiment supérieur. Malgré les regards perplexes des passagers autour de moi, l'hôtesse de l'air s'est approchée. Sa voix restait très polie. Excusez-moi, monsieur. L'avion va décoller tout de suite. Veuillez vous asseoir. J'ai avalé ma salive en essayant de garder mon calme, mais ma voix tremblait encore. J'ai une urgence familiale grave. Je ne peux pas prendre ce vol. S'il vous plaît, laissez-moi descendre. L'hôtesse est restée silencieuse un moment, puis a appelé des agents au sol. La procédure pour quitter la zone d'embarquement était plus compliquée que je ne l'imaginais. Il a fallu vérifier de nouveau mon passeport, retirer mes bagages de la procédure d'embarquement et annuler le billet conformément au règlement. Chaque minute passait. J'ai regardé mon téléphone une fois de plus. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Sur l'écran de la caméra, Béatrice, après avoir giflé Hélène, se penchait pour ramasser la liasse de papier tombée au sol. Elle secouait quelques feuilles comme si ce qui venait d'être giflé n'était pas l'honneur de ma femme, mais de vulgaires bouts de papier sans importance. Elle a jeté violemment la liasse de papier sur la table à manger, prononçant chaque mot d'un ton lourd. Signe. Ton mari est dans le ciel maintenant. Dans quelques heures, l'avion atterrira et tout sera terminé. En entendant cette phrase, mon cœur s'est glacé. Il s'est avéré que, dans leurs calculs, il suffisait que mon avion décolle pour qu'Hélène n'ait plus personne à appeler, plus personne sur qui s'appuyer. Ma mère était assise calmement sur la chaise. Elle a levé sa tasse de thé et a
Bu une gorgée. L'expression de maman à ce moment-là était plus douloureuse que ces mots. Elle n'a pas paniqué, n'est pas intervenue, ne s'est pas sentie coupable quand sa belle-fille venait d'être giflée. Elle regardait Hélène comme on regarde quelqu'un qui vous déplaît depuis longtemps. Ma mère a dit d'une voix basse, ma fille, il y a des choses qu'une femme doit savoir. Après le mariage, la famille du mari est la racine. Quoi? Tu continues de garder les biens pour toi seul? Si ensuite tu souffres, ne t'en prends à personne. Hélène se tenait debout, appuyée contre le bord de la table, une main posée sur la joue qu'on venait de gifler. La marque rouge se voyait clairement sur sa peau, pâle. Elle n'a pas crié, n'a pas insulté et ne s'est pas non plus jetée en avant pour lutter. Ce silence m'effrayait, car je savais qu'Hélène n'était pas du genre à se résigner par faiblesse. Elle se taisait quand elle avait déjà trop mal, trop épuisé pour que les mots soient utiles. Béatrice a vu qu'Hélène se taisait et a pensé qu'elle avait déjà peur. Cette femme s'est enhardie davantage. Tu te prends pour un trésor. Cette famille a déjà perdu trop d'espoir à cause de toi. Maman t'aime, c'est pour ça qu'elle te laisse ici te reposer, hein? Franchement, si tu ne peux pas accoucher, à quoi bon garder la maison? Cette maison devrait servir à sauver des gens plus utiles. J'ai entendu cela et j'ai eu la gorge nouée. Chaque phrase de cette femme ne visait pas seulement les documents, mais poignardait aussi intentionnellement notre enfant qui n'était plus. Les gens peuvent être pauvres, peuvent être désespérés, mais utiliser la souffrance d'une mère qui a perdu un enfant pour l'obliger à signer des documents, ce n'est plus du désespoir, c'est de la méchanceté. Hélène a levé les yeux vers la caméra. J'ai vu ses yeux rouges mais secs. Elle ne pleurait plus. Sa voix était rauque, très basse, mais chaque mot était clair. Vous voulez la maison ou vous voulez que je disparaisse? Tout le salon a soudainement plongé dans le silence. Béatrice est restée figée quelques secondes, tandis que ma mère posait sa tasse de thé. Elle ne s'attendait être pas à ce que quelqu'un d'habituellement silencieux comme Hélène pose directement une telle question. Mais un instant plus tard, Béatrice s'est remise à rire avec cynisme. Ne menace pas. Tu crois qu'en disant 2 ou 3 phrases pitoyables, tu vas me faire peur? À ce moment-là, j'étais guidé par le personnel de l'aéroport hors de la porte de l'avion. Mes jambes marchaient très vite tandis que mon cœur brûlait. J'ai ouvert l'application de taxi, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai appuyé 2 fois de travers sur le point de prise en charge. En attendant le taxi, j'ai appelé mon meilleur ami, Marc, qui est avocat. Marc a décroché. Sa voix était encore enjouée. Tu prends l'avion et tu m'appelles encore. Tu as oublié mon cadeau, hein? Je ne pouvais pas rire. J'ai dit directement. Marc, j'ai un problème chez moi. Ma mère et ma belle-sœur obligent ma femme à signer une procuration sur les actifs. Il y a eu agression physique. Je rentre? S'il doit y avoir des actions en justice ce soir, s'il te plaît, prépare-les-moi. À l'autre bout du fil, il y a eu un silence de quelques secondes, puis la voix de Marc est devenue sérieuse. Écoute-moi, ne rentre pas, en criant et en frappant qui que ce soit. Garde la caméra, filme écran, sauvegarde tous les enregistrements audio. Quand tu arriveras là, donne la priorité à la mise en sécurité de ta femme. Que personne ne détruise ou n'emporte les documents sur la table. S'il y a des signes de coercition, appelle la police locale ou le président du conseil syndical comme témoin. Occupe-toi de protéger ta femme avec calme, pas avec les poings. Cette phrase a été comme un seau d'eau froide sur la colère qui brûlait en moi. C'était vrai. Je voulais rentrer à la maison immédiatement. Je voulais crier. Je voulais détruire la table où elles obligeaient Hélène à signer les documents. Mais si je perdais le contrôle, celle qui finirait par perdre serait encore Hélène. J'ai pris une grande inspiration. J'ai activé l'enregistrement d'écran, du téléphone et en même temps, j'ai téléchargé les enregistrements de la caméra, sur mon appareil. Dès que le taxi est arrivé, j'ai jeté ma valise et j'ai dit au chauffeur, aidez-moi à aller à la résidence Les Oliviers, il y a une urgence. Chez moi. Quel est le chemin le plus rapide? Je vous paierai un supplément. Le taxi a démarré en quittant l'aéroport. Par la vitre, la ville commençait à s'assombrir. Les lampadaires commençaient à s'allumer, formant des lignes jaunes. J'étais assis sur la banquette arrière, une main tenant le téléphone, l'autre serrée en poing jusqu'à m'en faire mal. Sur l'écran, Hélène était toujours retenue dans le salon avec la liasse de papier sur la table. Ma mère et Béatrice n'avaient aucune idée que je rentrais à la maison. Elle pensait toujours que j'étais déjà dans le ciel. Elle pensait toujours que dans quelques heures, tout serait enterré sous la phrase « Ton mari ne le saura pas ». Mais cette fois, je le savais, et cette fois, je n'allais pas permettre qu'Hélène supporte cela seule une seconde de plus. Le taxi quittait l'aéroport tandis que mes yeux restaient rivés à l'écran du téléphone. Je n'avais jamais trouvé que le trajet de l'aéroport à la maison était aussi long. Le son des klaxons sur la route, la voix du chauffeur, demandant quelle route prendre,
le bruit des gouttes de pluie frappant la vitre. Tout semblait très lointain. Devant mes yeux, il n'y avait que le salon de ma maison où Hélène se tenait seule face à ma mère et Béatrice, tandis que sur la table se trouvait une liasse de papier qui, si elle la signait, pourrait entraîner notre maison dans un abîme sans fond. Hélène ne signait toujours pas. Elle a repoussé la pile de procuration. Sa voix était rauque mais ferme. J'ai déjà dit que cette affaire doit attendre le retour d'Alex. Si Xavier a vraiment besoin d'aide, nous en parlerons, sérieusement tous les deux. Mais m'obliger à signer quand mon mari vient de partir pour l'aéroport, ça, je ne peux pas l'accepter. Béatrice l'a regardé quelques secondes. Ses yeux se sont assombris. Puis la femme s'est soudainement mise à rire. Un rire sec qui ne feignait plus l'amabilité. Elle s'est penchée pour ouvrir le sac marron qu'elle avait laissé près de la chaise. Béatrice en a sorti une deuxième liasse de documents, soigneusement attachée par un trombone noir. Elle l'a posé violemment sur la table, la poussant directement vers Hélène. Si tu ne signes pas celui-là, signez l'autre, c'est très bien aussi. Tu ne veux pas aider la famille de ton mari, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'être belle-fille dans cette maison. J'étais assis dans le taxi, la main serrant fort le téléphone. Un mauvais pressentiment m'a parcouru la colonne vertébrale. Hélène a regardé cette nouvelle liasse de papier et l'a prise lentement. Elle n'a lu que les premières lignes et tout son corps s'est figé. À travers l'écran, j'ai vu que ses mains tremblaient. Le papier fin vibrait doucement entre ses doigts. Elle a tourné une autre page. Son visage était blanc comme la cire, comme quelqu'un qui vient de perdre tout son sang. Après un moment, elle a levé les yeux. Sa voix s'est brisée. Demande de divorce. Entre vous, vous avez aussi préparé ça. En entendant ça, j'ai eu l'impression qu'on m'étranglait le cœur. Dans mon esprit a résonné un long bourdonnement. Divorce. Ce mot qu'Hélène et moi n'avions jamais prononcé, malgré la tragédie de la fausse couche, malgré sa tristesse, même si parfois nous étions silencieux l'un avec l'autre, ma mère et Béatrice avaient déjà rédigé une demande de divorce pour forcer ma femme à la signer le jour précis où je montais dans l'avion. Béatrice a croisé les bras. Sa voix était détendue. Signe et c'est tout. Plus, besoin de rester la femme d'Alexandre. Tu ne peux plus lui donner d'enfants, tu ne penses pas non plus à la famille de ton mari. À quoi bon te garder? Hélène a regardé cette femme. Ses lèvres tremblaient. Vous êtes folle. Les affaires de mon mariage. De quel droit décidez-vous? Béatrice a penché la tête avec un sourire triste. Le droit en tant que personne de la maison, le droit en tant que personne qui sait ce qui est meilleur pour Alexandre que toi. Aïe! Ma mère, assise à côté, ne se cachait plus à ce moment-là. Elle a regardé Hélène. Son regard était si froid que je n'ai pas reconnu la mère qui m'avait porté dans ses bras à travers les jours difficiles autrefois. Elle a dit, ne joue pas à la victime. Depuis que tu as perdu cet enfant, cette maison est devenue sombre à cause de toi. Alexandre rentre du travail et doit aussi voir ton visage allongé comme si tu étais en deuil. Je te parle sincèrement. Mon fils est encore jeune. Il y a beaucoup d'autres femmes qui peuvent accoucher. Cette phrase m'a transpercé directement le cœur. J'étais le fils de ma mère. Mais juste à ce moment-là, j'ai aussi ressenti un froid glacial. Et Hélène alors, la femme qui avait perdu un enfant, qui avait été allongée sur un lit d'hôpital, qui s'était culpabilisée au point de serrer chaque nuit les petits vêtements du bébé en pleurant en silence. Maintenant, sa propre belle-mère l'accusait comme si elle était une marchandise défectueuse qu'il fallait remplacer. Hélène est restée debout en silence pendant un long moment, puis a posé la demande de divorce sur la table et a demandé lentement, « Toi aussi, tu veux que je divorce d'Alex, maman ?» Ma mère a détourné le visage. Sa voix restait dure. « Si tu avais de la dignité, tout serait plus facile. Signe de ton plein gré. Alexandre est aux États-Unis. Les premières semaines, il sera occupé par le travail. Il ne le prendra pas tout de suite. Ensuite, s'il l'apprend, je lui dirai que tu faisais une dépression postpartum, que tu sentais que tu n'avais plus ta place et que c'est pour ça que tu as pris l'initiative de divorcer. » Béatrice a continué immédiatement, comme si elle l'avait répété avant. Exactement. Pas besoin non plus que tu subisses la honte de dire que la famille de ton mari t'a fait divorcer. Dis simplement que tu veux retourner chez tes parents pour te reposer. Ensuite, signe l'accord de séparation des biens. La maison sera vendue, une partie de la dette de Xavier sera payée et le reste, qu'Alexandre le garde. Et toi, tu as tes bras et tes jambes. Où que tu ailles, tu pourras vivre. Hélène a ri. Un rire très bas qui sonnait plus douloureux qu'un pleur. Elle a dit, il s'avère qu'à vos yeux, que je perde un enfant, c'est une occasion de me jeter dehors. Il s'avère que ces jours où maman disait qu'elle s'occupait de moi, où Béa disait qu'elle m'aimait, tout ça, c'était juste pour attendre qu'Alex parte et m'obliger à signer les documents. Béatrice a haussé les épaules. Ne parle pas comme ça. Nous devons tous savoir, nous sacrifier pour la famille. Tu ne peux pas accoucher. Tu devrais au moins pouvoir faire quelque chose d'utile.
Je n'ai pas pu supporter plus et j'ai appuyé sur le bouton pour appeler Hélène. Mais le téléphone était toujours dans les mains de Béatrice. La caméra a clairement enregistré comment Béatrice a regardé l'écran, affichant mon nom, et l'a éteint directement. La femme arrive faussement. Regarde, il appelle. Mais, maintenant, même si tu entends, tu ne peux rien dire. Ton intention était de pleurer pour qu'il annule tout son travail et revienne. Une femme intelligente ne détruit pas la carrière de son mari. J'ai rappelé et c'était toujours éteint. Mon sang bouillait dans mon corps. J'ai immédiatement envoyé un message à l'avocat, Marc. Elles ont une demande de divorce déjà rédigée, et elles obligent Hélène à la signer. J'ai l'enregistrement de la caméra. Marc a répondu très vite. Sauvegarde tout. C'est une preuve de coercition. Quand tu arriveras, ne les laisse pas emporter ces documents. Sur l'enregistrement de la caméra, Hélène a repoussé lentement les 2 liasses de papier vers Béatrice. Elle a prononcé chaque mot. Je ne vais pas signer le prêt. Je ne vais pas signer le divorce. Je ne vais rien signer tant qu'Alex n'est pas là. Si vous pensez que je suis assez faible pour faire n'importe quoi, vous vous trompez. Pour la première fois depuis que cette histoire avait commencé, j'ai vu dans les yeux d'Hélène non seulement de la douleur, mais aussi du calme, la limite ultime de quelqu'un d'acculé. Béatrice a approché son visage de celui d'Hélène en sifflant. Tu crois que de ne pas signer, ça arrête tout? Tu vis dans cette maison, tu manges dans cette maison, tu utilises l'argent d'Alexandre. Tu crois que tu as le droit de choisir. Hélène a regardé directement cette femme. J'ai le droit parce que je suis la femme d'Alexandre et surtout, je suis un être humain. Cette phrase a fait taire toute la pièce. Pendant ce temps, j'étais assis dans le taxi au milieu des embouteillages. Pour la première fois, j'ai compris à quel point Hélène était seule. Non seulement, elle devait s'occuper de la maison, mais elle devait défendre sa dignité en tant qu'être humain face à des personnes qui utilisaient le nom de la famille pour la piétiner. J'ai regardé Hélène sur l'écran. Dans mon cœur, je ressentais de la douleur et de la honte. Cette femme qui autrefois était si douce que même si elle voyait un enfant pleurer dans la rue, elle s'arrêtait pour le consoler. Maintenant, elle devait se tenir au milieu du salon de sa propre maison, face à sa belle-mère et sa belle-sœur, pour prononcer une phrase fondamentale. Je suis un être humain. Si une femme doit rappeler cela aux autres, cela signifie qu'elle a été poussée à bout. À quel point? Hélène a regardé la demande de divorce sur la table. Elle n'a rien dit de plus. Lentement, elle a pris la demande, l'a relue de bout en bout. Ma mère a pensé qu'elle cédait déjà, alors sa voix s'est un peu adoucie. Signe, ma fille, c'est plus facile pour les 2 parties. Alexandre, quand il comprendra, te remerciera aussi de savoir te retirer à temps. Béatrice, debout à côté, Harry, avec cynisme. C'est ça. Une femme intelligente sait quand il faut lâcher prise, pour ne pas finir jetée dehors et honteuse. Hélène a levé les yeux et a regardé les 2 femmes. Une de ses joues portait encore la marque rouge des doigts. Mais le regard dans ses yeux à ce moment-là, à travers le petit écran, je le vois encore très clairement. Elle n'avait plus peur. Elle ne suppliait plus non plus. Elle a dit, si vous voulez vraiment que je divorce, qu'Alex se tienne devant moi et me le dise. En attendant, ce document, je ne le signerai pas. Après avoir dit cela, Hélène a déchiré la demande de divorce. Le bruit du papier se déchirant a résonné, sec dans le salon, comme une coupure brisant la dernière once de patience. Béatrice est restée silencieuse quelques secondes, puis le visage de la femme est devenu rouge. Elle s'est jetée en avant pour arracher le reste du papier des mains d'Hélène en criant « Tu oses le déchirer? Pour qui te prends-tu pour oser déchirer mes papiers ?» Hélène a reculé en essayant de garder sa distance. C'est un document sous la contrainte, il n'a aucune valeur. Béa, ne va pas trop loin. Mais Béatrice ne pouvait plus maintenir son masque d'élégance. La femme a attrapé Hélène par les cheveux et l'a tirée violemment vers elle. Hélène a fait une grimace de douleur. Ses mains ont agrippé les poignets de la femme pour se dégager. Ma mère était là, debout. J'espérais qu'elle interviendrait, même si elle n'aimait pas Hélène. Au moins, elle devrait empêcher qu'une femme qui venait de faire une fausse couche ne soit maltraitée. Mais ma mère n'est pas intervenue. Elle est allée rapidement à la porte d'entrée, a vérifié la serrure et l'a refermée à clé. Le bruit du verrou qui tourne, clic. Ce geste m'a glacé le cœur. Elle est revenue. Sa voix tremblait de rage. Aujourd'hui, il faut que ce soit clair pour qu'elle ne s'habitue pas et qu'ensuite elle piétine toute la famille. Non. Béatrice a tiré les cheveux d'Hélène une fois de plus et l'a relâchée en la pointant directement au visage. Si tu ne signes pas aujourd'hui, ne m'en veux pas. J'ai eu trop de patience avec toi. Hélène s'est tenue la tête à l'endroit où Béatrice lui avait tiré les cheveux. Sa voix était hachée. Tu viens de me frapper et de m'obliger à signer des documents, et maintenant tu veux encore m'accuser. Béatrice s'est soudainement tue, puis très vite, ses yeux ont brillé, montrant
Un calcul qui m'a donné des frissons en le voyant à travers la caméra. Elle a pris son téléphone sur la table, a activé le mode vidéo. L'écran était dirigé vers Hélène. La voix de Béatrice a changé instantanément, devenant triste. « Hélène, calme-toi. Je sais que tu vas mal d'avoir perdu l'enfant, mais ne te mets pas dans cet état. S'il y a un problème, discutons-en gentiment. » Hélène a été surprise. « À quoi joues-tu, Béa ?» Béatrice n'a pas répondu. Elle a levé le téléphone plus haut, exprès pour que le cadre ne montre qu'elle, tandis que la partie avec les documents déchirés par terre restait cachée par le pied de la table. Et juste sous mes yeux, Béatrice a levé sa propre main. Elle s'est giflé violemment le visage. La gifle était violente. La joue de la femme est devenue instantanément rouge. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a reculé de quelques pas, a trébuché un peu sur le pied d'une chaise et s'est laissée tomber par terre. Exprès, le bruit de la chute, boum, a fait sursauter ma mère, aussi. Mais en un instant, maman a compris l'intention de cette femme. Béatrice s'est tenue la joue en pleurant à chaudes larmes. Oh mon Dieu, elle m'a frappé. Maman, elle m'a frappé. Hélène est restée paralysée. Elle a regardé Béatrice allongée par terre. Puis elle a regardé ma mère comme si elle ne pouvait pas croire qu'il y ait dans ce monde des gens aussi éhontés. Ma mère a couru immédiatement pour aider Béatrice en criant « Hélène, tu es devenue folle, tu as frappé ta belle-sœur? Tu veux tuer toute la famille de ton mari ?» Hélène a dit d'une voix tremblante « Je ne l'ai pas frappée, tout va bien. » Elle s'est giflée toute seule. Elle est tombée toute seule. Ma mère s'est retournée instantanément. Moi, je t'ai seulement vu déchirer les papiers. Tu as résisté et ensuite Béatrice est tombée. Tu le nies encore? J'étais assis dans le taxi, les mains froides. Le taxi était toujours bloqué, dans les bouchons. Pendant ce temps, chez moi, elles avaient déjà préparé un autre drame. S'il n'y avait pas eu de caméra, s'il n'y avait pas eu l'enregistrement complet, qui aurait cru Hélène? Une femme qui venait de perdre un enfant, mentalement fragile, accusée de dépression, filmée dans une vidéo, montée, accusée à son tour par sa belle-mère et sa belle-sœur. Le piège était bien trop sale, mais très facile à faire croire aux autres. Béatrice, tout en pleurant, tenait le téléphone et disait d'une fausse voix. Brisée, je dois l'envoyer à la famille pour qu'ils sachent. Je ne peux pas la laisser continuer à jouer le rôle de la victime. Perdre un enfant, c'est douloureux, oui, mais ça ne donne pas le droit de frapper les gens. Ma mère a ajouté immédiatement. Envoie-le pour que tout le monde sache quel genre de femme Alexandre a épousé. Hélène a reculé vers le canapé, la respiration agitée. J'ai vu qu'elle tendait la main pour chercher son propre téléphone. Heureusement, dans le chaos, Béatrice avait laissé le téléphone d'Hélène sur la table pour filmer sa propre vidéo. Hélène a attrapé le téléphone très vite. Elle n'a pas appelé. Peut-être, par peur qu'on le lui reprenne. Elle a ouvert la fonction de partage de position, a appuyé sur « Envoyer à moi ». Immédiatement après, mon téléphone a vibré. Un court message est apparu qui m'a transpercé le cœur. « Si tu me fais encore confiance, s'il te plaît, reviens. » J'ai vu le message et mes yeux ont piqué. Elle n'a pas écrit « Aide-moi ». Elle n'a pas écrit « On me frappe ». Elle n'a pas non plus écrit « Tu dois faire quelque chose ». Elle a seulement demandé si je lui faisais encore confiance. J'ai rappelé immédiatement. Mais avant que je ne puisse me connecter sur la caméra, Béatrice s'en était déjà rendu compte et la femme s'est jetée pour arracher le téléphone des mains d'Hélène en criant « Tu oses encore envoyer des messages à Alexandre? Tu veux mentir la première ?» Hélène n'a plus résisté. Elle a seulement regardé directement la caméra du salon comme si elle savait que je regardais. Sa voix était très basse. « Alex, si tu m'entends, je n'ai rien signé. » Juste cette phrase, mais c'était comme un couteau me tranchant le cœur. La femme que j'avais autrefois promis de protéger devait maintenant, à travers une caméra, prouver qu'elle n'avait toujours pas été contrainte de se rendre, tandis que j'étais encore sur le chemin du retour, arrivant bien plus tard que je n'aurais dû. Béatrice, à ce moment-là, avait déjà repris son téléphone et se préparait à appeler quelqu'un. À travers la caméra, j'ai vu la femme essuyer de fausses larmes tout en arrangeant ses cheveux. Sa voix restait brisée comme si elle répétait un rôle. Ma mère, assise à côté, lui caressait le dos, disant sans cesse. « Appelle ma fille, appelle notre famille pour qu'ils sachent. On ne peut pas la laisser retourner l'accusation contre nous. » Pendant ce temps, Hélène se tenait près du canapé, les cheveux en désordre, une joue enflée et rouge et les deux mains serrées en poing jusqu'à en devenir blanches. Juste au moment où Béatrice s'apprêtait à appuyer sur le bouton d'appel, sonnette de la porte a retenti. Un ding-dong tout à fait ordinaire, mais qui a fait taire tout le salon. Béatrice a été surprise et s'est tournée vers la porte. Son expression a montré de l'agacement un instant. Ma mère a froncé les sourcils. Qui ça peut être à cette heure-ci?
Hélène s'est aussi tournée, mais n'a pas parlé. Être qu'elle non plus ne savait pas qui venait, car, depuis le matin jusqu'à maintenant, tout s'était passé trop vite, de façon trop étouffante, au point que le son de la sonnette était comme un petit rayon de lumière entrant dans une pièce close. Celui qui était dehors était Madame Rose, la femme de ménage que nous engagions, à l'heure 2 fois par semaine. Elle avait plus de 50 ans. Petite et simple, elle parlait doucement, mais elle était très honnête. Normalement, elle venait nettoyer la maison le mercredi après-midi, parce que ce jour-là, Hélène se rendait souvent à ses rendez-vous médicaux, ou avait besoin de se reposer. J'avais oublié cet horaire, et Hélène n'avait être pas la tête à 100 souvenir non plus. Béatrice a ouvert la porte un peu, bloquant l'entrée. Sa voix était brusque. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de nettoyer. Rentrez chez vous. Madame Rose est restée un peu silencieuse, être qu'elle n'était pas habituée à entendre ce ton de voix, car Hélène la traitait toujours avec beaucoup de douceur. Elle a hésité, excusez-moi, mais Madame Hélène m'a dit de venir quand même cette semaine. Je voulais nettoyer et changer les draps pour Madame Hélène. Béatrice a haussé la voix immédiatement. J'ai dit qu'il n'y en a pas besoin, c'est qu'il n'y en a pas besoin. La maison a un problème personnel. Ne vous en mêlez pas. Après avoir dit cela, elle a essayé de fermer la porte. Mais Madame Rose avait déjà vu Hélène debout à l'intérieur. Le regard de Madame Rose s'est arrêté sur le visage de ma femme. Une joue d'Hélène était rouge avec la marque des doigts. Les cheveux en désordre, le col de son vêtement un peu de travers. Ses yeux étaient secs mais creusés par la fatigue. Sur le sol, il y avait encore éparpillé quelques morceaux de papier, déchirés. Plusieurs documents étaient jetés les uns sur les autres sous le pied de la table à manger. Quelqu'un qui avait travaillé comme femme de ménage dans de nombreuses maisons comme Madame Rose a être compris en un seul coup, d'œil que ce n'était pas une dispute normale. Elle a demandé très doucement. « Madame Hélène, vous allez bien ?» Hélène n'avait pas eu le temps de répondre que ma mère l'interrompait déjà. « Elle va bien. Mari et femme, belle-mère et belle-fille, nous avons un petit problème. Ne restez pas là à regarder. » Béatrice a poussé la porte lentement, avec l'intention de la fermer, mais Madame Rose a reculé d'un demi-pas. Ses mains tenaient toujours le sac avec les ustensiles de nettoyage. Ses yeux regardaient directement Hélène. Elle n'a pas fait de scandale. Elle n'a pas non plus agi comme une héroïne. Elle a seulement dit une phrase très simple. Si Madame Hélène me dit de partir, je pars. Si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, je dois demander à la maîtresse de maison. Cette phrase a laissé Béatrice sans voix. La femme a crié. Le maître de maison, c'est mon beau-frère. Vous comprenez? Vous n'êtes qu'une employée à l'heure. Ne vous en mêlez pas. Madame Rose a baissé la tête comme pour céder, mais elle a glissé discrètement sa main droite dans la poche de sa veste. À travers la caméra, j'ai vu qu'elle appuyait sur son téléphone très vite. Elle n'a être pas beaucoup enregistré, mais au moins, elle a réussi à photographier le visage d'Hélène, la pile de documents par terre et Béatrice, bloquant la porte. Quelqu'un qui n'était pas impliqué dans ce moment de danger, était plus calme que moi avant. Finalement, Béatrice a claqué la porte, mais la présence de Madame Rose avait changé l'atmosphère dans la pièce. Béatrice semblait plus inquiète. Elle s'est tournée vers ma mère en baissant la voix. « Regarde, maman. » Elle a même appelé quelqu'un de l'extérieur pour qu'il soit témoin. Hélène a dit d'une voix basse. « Je ne l'ai pas appelé. Rose est venue selon son horaire. » Béatrice l'a foudroyé du regard immédiatement. « Tu le nies encore? Tu es très rusé. Le mari vient de partir, et tu as déjà préparé le scénario pour te faire passer pour la victime. » Moins de 5 minutes plus tard, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était le livreur d'eau. On commandait de l'eau régulièrement. Toutes les 2 semaines. Le livreur était un jeune homme de plus de 30 ans, appelé Denis, qui montait normalement les bonbonnes jusqu'à la cuisine, puis demandait une signature. Ma mère était agacée. C'est quel jour aujourd'hui pour que les gens viennent les uns après les autres? Béatrice a ouvert la porte brusquement, avec l'intention de crier à nouveau, mais Denis disait déjà poliment. « Excusez-moi, madame, j'apporte les 2 bonbonnes d'eau de la commande de la semaine dernière. » Béatrice a serré les dents. « Nous ne les acceptons pas. Remportez-les. » Denis était un peu mal à l'aise. « Excusez-moi, madame, si vous ne les acceptez pas, veuillez signer la feuille d'annulation. » Pendant que les deux discutaient, devant la porte, Hélène a profité de l'occasion pour s'approcher de la table et récupérer plusieurs papiers. Béatrice s'est retournée rapidement et, en la voyant, a crié fort, oubliant que la porte était toujours ouverte. « Lâche ça. Ou tu signes, ou je te jette de la maison. Ne crois pas que parce qu'Alexandre n'est pas là, je ne peux rien te faire. » Cette phrase s'est entendue clairement jusqu'au couloir. Denis, qui se tenait dehors, l'a entendue et son visage a changé instantanément.
Il a regardé à l'intérieur, a vu Hélène serrant la liasse de papier contre sa poitrine, avec sa joue rouge et ses cheveux en désordre, tandis que ma mère se tenait derrière, Béatrice avec un visage tendu. Il n'a rien dit de plus. Il a seulement posé, lentement les bonbonnes d'eau près du mur. Puis il a sorti son téléphone en faisant semblant de vérifier la commande. Mais j'ai vu très clairement à travers la caméra qu'il avait déjà activé le dictaphone. Béatrice, à ce moment-là, a réalisé qu'elle avait trop parlé. La femme s'est retournée en baissant la voix. Vous avez mal entendu. Ma famille éduque ça. Belle-fille. Ça n'a rien à voir avec vous. Denis a baissé les yeux. Excusez-moi, madame, j'apporte seulement l'eau. Mais s'il y a un problème à l'intérieur de la maison, je peux appeler le gardien pour qu'il aide. Béatrice l'a foudroyé du regard. Pas besoin de vous inquiéter. Occupez-vous de vos affaires. Denis n'a pas discuté, a demandé la signature et est parti. Mais, avant d'entrer dans l'ascenseur, il s'est retourné pour regarder Hélène. Une fois de plus, pendant longtemps, ces deux personnes étrangères ne savaient pas qu'elles avaient ouvert une brèche importante dans la mise en scène de Béatrice. Une personne a vu la marque de la gifle et les documents déchirés. Une autre personne a entendu clairement la phrase de coercition pour signer et la menace de la jeter dehors. Ce n'étaient pas des membres de ma famille. Ils ne devaient pas de faveur à ma mère. Ils n'avaient aucune raison de défendre Hélène ou de détester Béatrice. C'est précisément pour cela que leurs paroles allaient avoir du poids par la suite. Pendant ce temps, j'étais assis dans le taxi. En entendant le chauffeur dire que la route devant était déjà dégagée, le taxi a soudainement accéléré. Il roulait sur la route mouillée par la pluie. Je voyais mon point de localisation se rapprocher de plus en plus de la maison. Dans mon cœur, il n'y avait qu'une seule pensée. Hélène avait déjà assez supporté. À partir de là, c'était à mon tour d'agir. À la nuit tombée, le taxi s'est arrêté devant la grille de la résidence. J'ai payé. J'ai sorti ma valise du taxi avec les mains qui tremblaient encore. La pluie de l'après-midi avait cessé, mais la surface de la route brillait encore, de l'eau. Les lumières des terrasses se reflétaient, formant des lignes jaunes, floues. Je n'ai pas appelé avant. Je n'ai pas non plus envoyé de message à maman ou à Béatrice. Pas un seul. Il y a des choses qu'il faut voir de ses propres yeux. Il faut entrer juste au moment où les gens croient qu'on ne peut pas apparaître. C'est seulement ainsi qu'on sait qui est honnête et qui ment. J'ai ouvert la grille de la résidence. J'ai traîné la valise directement jusqu'au portail. La porte d'entrée était toujours fermée à clé de l'intérieur. J'ai sorti la clé de rechange de mon portefeuille et je l'ai mise dans la serrure. Le bruit de la clé tournant était très doux, mais dans mon cœur, à ce moment-là, ce fut comme si le tonnerre avait éclaté quand la porte s'est ouverte. L'odeur d'infusion de camomille froide, l'odeur de documents, l'odeur de nettoyant pour sol se percevait encore fortement. Ma maison était toujours cette maison. Le canapé gris, la table à manger en bois marron, le vase de fleurs séchées qu'Hélène avait placé la semaine dernière. Mais l'ambiance à l'intérieur était déjà très différente. Elle était lourde, froide et étouffante, comme une pièce où les gens venaient de s'étrangler mutuellement avec des mots. Dans le salon, Béatrice était assise sur le canapé avec une main sur le visage, et les yeux rouges. Si je n'avais pas vu l'enregistrement de la caméra depuis le début, j'aurais être moi aussi pensé que cette femme venait de subir une grande injustice. Ma mère était assise à côté. Dès qu'elle m'a vu entrer, elle s'est levée en courant et s'est approchée. Elle m'a pris la main. Ses larmes tombaient très vite. Alexandre, Dieu merci, tu es revenu. Maman pensait que tu avais déjà pris l'avion. Regarde ta femme. Elle a frappé maman. Elle a frappé ta belle-sœur. Notre famille est un chaos, mon fils. Je suis resté immobile sans lui lâcher la main. J'ai immédiatement regardé maman. J'ai regardé ses yeux rouges. J'ai regardé l'expression tremblante de son visage. Si c'était avant, il aurait suffi que maman pleure pour que mon cœur s'adoucisse. Je lui aurais demandé « Où as-tu mal, maman ?» Et je me serais tourné pour blâmer Hélène. Pourquoi laisses-tu maman être triste? Mais, cette fois, tout ce que j'avais vu sur la caméra continuait de résonner dans ma tête. La gifle sur le visage d'Hélène, la liasse de papier qu'elle l'obligeait à signer, la porte fermée à clé. Béatrice se giflant elle-même et tombant. Tout avait défilé sous mes yeux, si clairement que les larmes de maman ne pouvaient plus cacher la vérité. Béatrice s'est levée immédiatement. Sa voix était brisée. Beau-frère, je sais que tu aimes ta femme, mais elle ne va vraiment pas bien. Je lui ai seulement conseillé de signer les documents pour résoudre le problème familial, mais elle a déchiré les documents et s'est jetée sur moi pour me frapper. Maman, qui a essayé de s'interposer, a aussi été bousculée. J'ai l'enregistrement, beau-frère. Regarde-le. La femme a mis son téléphone devant mon visage. Sur l'écran, il y avait la vidéo coupée très proprement.
Il ne restait que la scène, d'Hélène debout devant la table, les documents éparpillés par terre, Béatrice se tenant le visage en pleurant, ma mère criant. Il n'y avait pas la scène de la coercition pour signer. Il n'y avait pas la scène de la gifle à Hélène. Il n'y avait pas la scène de cette femme faisant exprès du théâtre. J'ai regardé l'écran exactement 3 secondes. 3 secondes ont suffi pour voir avec quelle netteté la fausseté était coupée et montée. Après cela, j'ai directement éteint le téléphone de Béatrice. La femme est restée silencieuse. Beau-frère, tu ne l'as pas vu jusqu'à la fin. J'ai répondu très doucement. Pas besoin, j'en ai vu assez. Béatrice a reculé un peu. C'était être la première fois qu'elle voyait que je ne paniquais pas selon son scénario. Je me suis tourné pour chercher Hélène. Elle se tenait près de la porte de la cuisine. Son dos était appuyé contre le mur, comme si sans ce mur, elle allait tomber. Les cheveux en désordre, le col de ses vêtements un peu de travers. Sur sa joue gauche, il y avait encore les 5 marques rouges des doigts. Ses yeux me regardaient sans joie, mais sans accuser bruyamment non plus. Il n'y avait qu'une fatigue très profonde. Ce regard m'a fait plus mal que toutes les accusations. J'ai marché vers ma femme, mais je ne l'ai pas touchée tout de suite. J'avais peur qu'un seul mouvement précipité ne la fasse sursauter après tout ce qui venait de se passer. J'ai seulement demandé doucement, tu as mal. Vouet. Hélène a pincé les lèvres. Elle a secoué la tête très lentement. Mais ses larmes ont coulé juste à ce moment-là. Ce n'était pas le genre de pleurs avec des sanglots, mais 2 gouttes de larmes qui ont glissé silencieusement sur la marque rouge de la gifle. Je savais qu'elle ne pleurait pas parce qu'elle avait mal à la joue. Elle pleurait parce qu'enfin, je lui demandais ce que j'aurais dû lui demander depuis très longtemps. Ma mère, depuis l'arrière, a dit, immédiatement. Tu demandes encore? C'est elle qui est malade. C'est maman et Ti. Béa qui ont été humiliés ici. Je me suis tourné pour regarder maman pour la première fois de ma vie. J'ai regardé maman. Et je n'ai pas évité son regard immédiatement. J'ai dit, maman, j'ai vu la caméra. Toute la pièce est tombée dans le silence. Le visage de Béatrice a pâli. Ma mère est restée silencieuse un instant, puis a essayé de dire, la caméra, ce n'est aussi qu'un angle. N'écoute pas ta femme. Je l'ai interrompue. Ma voix n'était pas forte, mais suffisamment claire. J'ai vu, depuis le moment où Béa a sorti les documents. J'ai vu aussi quand elle a giflé, Hélène. J'ai vu aussi quand maman a fermé la porte à clé. J'ai vu aussi quand elle s'est giflée elle-même et s'est jetée par terre. Béatrice a balbutié, beau-frère, tu as mal compris à ce moment-là. J'étais très confuse. J'ai posé ma valise au centre du salon. Le bruit des roues de la valise heurtant, le sol en carrelage a résonné sec. J'ai regardé directement maman et Béatrice en essayant de garder une voix calme, car je me souvenais du conseil de l'avocat, Marc, protège ta femme avec calme, pas avec les poings. J'ai prononcé chaque mot. Je vous donne à toutes les 5 minutes. Ramassez vos affaires et sortez de ma maison. Sinon, j'appellerai moi-même la police. Ma mère est restée paralysée, comme si elle ne pouvait pas croire que cette phrase sortait de la bouche de son propre fils. Béatrice a crié, beau-frère, tu mets ta propre mère dehors? J'ai répondu, je ne mets pas ma mère dehors parce qu'elle est ma mère. Je mets dehors les personnes qui viennent de fermer la porte à clé, d'obliger ma femme à signer des documents, de frapper ma femme et d'inventer une histoire pour l'accuser. Si maman choisit de faire partie de ce problème, maman doit aussi quitter cette maison ce soir même. Hélène m'a regardé. Son regard tremblait. Je savais que cette phrase ne pouvait pas tout guérir. Elle ne pouvait pas non plus effacer toutes les fois où j'étais arrivé en retard, où j'avais mal défendu, où j'avais obligé ma femme à se contenir à cause du mot « famille ». Mais au moins cette fois, j'étais debout à la bonne place dans ce salon qui sentait le mensonge. Pour la première fois, depuis si longtemps, la vérité avait quelqu'un qui lui donnait une voix pour Hélène. Après cette phrase, le salon a semblé manquer d'air. Ma mère est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a soudainement crié « Oh mon Dieu, j'ai mis au monde et élevé un fils pendant près de 40 ans pour qu'à la fin, il me jette de chez lui pour une femme. Alexandre, Alexandre, ta femme t'a ensorcelé. Tu oses jeter ta propre mère dehors. » Les cris de maman au milieu de la maison étaient douloureux et tranchants à la fois. Si ça avait été avant, rien que d'entendre maman prononcer le mot « ingrat », mon cœur se serait attendri. Mais cette fois, derrière moi, il y avait Hélène avec une joue tuméfiée, et sur la table, il y avait les documents qu'elle l'avait obligée à signer et qu'elle n'avait pas encore eu le temps de ranger. Béatrice a vu que ma mère pleurait et a immédiatement changé de ton de voix très vite. La femme n'était plus agressive, mais s'est soudainement agenouillée en embrassant mes jambes. « Beau-frère, je me suis trompé. Je voulais seulement sauver Xavier. Il est trop endetté. J'étais perdu. Je ne m'attendais pas à ce que tout finisse comme ça.
Elle disait ça en pleurant. Ses larmes tombaient sur le sol en carrelage. Elle avait l'air très pitoyable, mais j'en avais déjà trop vu. Les gens peuvent se tromper et dire une bêtise, mais personne ne se trompe au point de préparer une procuration, une demande de divorce et ensuite se gifler pour accuser l'autre. Je me suis penché pour détacher les mains de Béatrice de mes jambes. Je n'ai pas été brusque. Je ne l'ai pas repoussée. J'ai seulement dit, Béa, lève-toi. Je vous donne à maman et à toi l'occasion de bien vous expliquer. Mais à partir de maintenant, chaque mot dans cette maison doit avoir des témoins. Ma mère m'a foudroyé du regard. Qu'est-ce que tu veux? C'est un problème à l'intérieur de la maison. Pourquoi impliques-tu des gens de l'extérieur? Je l'ai regardé et j'ai répondu doucement. Quand les gens de l'intérieur de la maison ferment la porte à clé, obligent ma femme à signer des documents, frappent ma femme et ensuite inventent une histoire pour l'accuser, alors ce n'est plus un dîner de famille pour le résoudre en privé. J'ai appelé directement l'avocat, Marc. Il a décroché très vite, comme s'il s'y attendait déjà. J'ai dit une seule phrase. Je suis arrivé à la maison. Elles sont là. Il y a des documents. Il y a une vidéo montée. Marc a répondu. Brièvement. Laisse la scène telle qu'elle. J'arrive tout de suite. Appelle. Aussi le président du conseil syndical et le gardien. Plus il y a de personnes, neutres, mieux c'est. J'ai obéi. Après cela, j'ai appelé la loge du gardien, pour demander à Monsieur Laurent, le président du conseil syndical, et à Pascal, le gardien qui était de service, de venir à l'appartement. Je ne voulais pas transformer ma maison en marché, mais je ne voulais pas non plus que la vérité continue d'être déformée entre quatre murs clos. Hélène était assise dans un coin du canapé. Son corps était si fatigué qu'avec juste une phrase forte de plus, j'avais peur qu'elle ne s'évanouisse. Pourtant, elle a tiré sur la manche de ma chemise et a dit d'une voix basse. Alex, ne fais pas un scandale devant les voisins. Je ne veux pas que les gens voient notre famille comme un spectacle. J'ai juste besoin que la vérité soit claire. Cette phrase m'a mis une boule dans la gorge. Même quand on la giflait, l'insultait, l'obligeait à signer des documents, Hélène continuait de garder le peu d'honneur qu'il me restait. J'ai hoché la tête. Je comprends. Je ne ferai pas de scandale. Mais je ne laisserai pas non plus qu'elle te maltraite davantage. Ma mère a entendu cela et a ri avec amertume. Elle est très maligne. Il a suffi de 2 fois pour qu'elle fasse comme si elle avait subi une injustice. Terrible. Elle n'était pas impertinente, hein? La belle-mère qui éduque. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je me suis tourné vers maman. Ma voix était plus calme que je ne le pensais. Éduquer, c'est parler correctement. Gifler les gens, les obliger à signer des documents, fermer la porte à clé et ensuite faire une vidéo de fausses accusations, ce sont des choses différentes. Maman est restée silencieuse. Peut-être que toute sa vie, elle avait été habituée à penser que tant qu'elle était la belle-mère, tout ce qu'elle disait serait de l'éducation. Mais dans ce monde, toutes les personnes âgées n'ont pas le droit de faire du mal aux autres et de les obliger ensuite à appeler cela de l'affection. Quelques minutes plus tard, Laurent et Pascal, le gardien, sont arrivés. Monsieur Laurent avait déjà plus de 60 ans. C'était une personne calme. Il a vu l'ambiance dans la maison, tendue comme une corde de violon, et a seulement dit, s'il y a un problème, parlez-en gentiment un par un. Ne faites pas un scandale dans toute la résidence. L'avocat Marc est également arrivé peu après. Il portait un porte-document à la main. Son visage est devenu sérieux en voyant la marque de la gifle sur le visage d'Hélène et la pile de documents, éparpillés par terre. Béatrice lui a immédiatement tendu le téléphone. Que, tout le monde le voit, ma belle-sœur m'a attaqué. J'ai l'enregistrement en premier. Marc n'a pas été pressé de regarder. Il a demandé, la vidéo enregistre-t-elle? Depuis le début de l'incident? Béatrice est restée silencieuse. J'ai seulement enregistré la partie 2. Ensuite, Marc m'a regardé. J'ai ouvert l'application et projeté les images de la caméra du salon sur l'écran de la télévision. Toute la pièce est tombée dans le silence quand la vidéo complète a commencé à être jouée. Tout le monde a vu clairement Béatrice prendre les documents pour obliger Hélène à les signer. Ils ont vu ma mère fermer la porte à clé. Ils ont vu Béatrice gifler Hélène. Ils ont vu Hélène déchirer la demande de divorce. Et ensuite, ils ont vu Béatrice se gifler elle-même, le visage est tombé par terre en pleurant et en criant qu'Hélène l'avait frappée. Monsieur Laurent a froncé les sourcils. Pascal, le gardien, et lui se sont regardés sans pouvoir rien dire. Béatrice s'est assise, effondrée sur la chaise. Son visage était blanc comme du papier. Ma mère a baissé la tête. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé Madame Rose, la femme de ménage, et Denis, le livreur d'eau. J'ai mis le haut-parleur. Madame Rose a confirmé quand, arrivant à la maison, elle avait vu le visage d'Hélène enflé, les documents
éparpillés par terre et Béatrice bloquant la porte sans lui permettre d'entrer. Denis a aussi dit clairement qu'il avait entendu Béatrice crier « Ou tu signes, ou je te jette de la maison ». Ces deux personnes n'ont rien ajouté, n'ont accusé personne. Elles ont juste raconté ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu. C'est précisément cette simplicité qui a empêché Béatrice de pouvoir contredire. La pièce a plongé dans un silence pesant. Les larmes de Béatrice n'étaient plus utiles. Les pleurs de ma mère ne suffisaient plus à la protéger. J'ai regardé les deux femmes devant moi. Mon cœur ne se sentait pas satisfait. Je ressentais seulement une tristesse jusqu'aux os, parce que ceux qui avaient fait du mal à Hélène n'étaient pas des étrangers, mais des personnes que j'appelais autrefois mon propre sang. Et juste à ce moment-là, elles ont compris que dans cette maison, les fausses larmes ne pouvaient plus vaincre la vérité. Quand l'enregistrement de la caméra s'est terminé, personne dans la pièce n'a rien dit de plus. Monsieur Laurent était assis en silence. Pascal, le gardien, se tenait près de la porte, tandis que l'avocat Marc se penchait pour ramasser les feuilles de papier par terre, classant chaque partie comme quelqu'un de déjà trop habitué aux cas familiaux qui paraissent petits, mais qui en réalité sont pleins de coupures profondes. J'ai regardé Hélène. Elle était assise sur le bord du canapé. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Son visage était encore rouge de la marque de la gifle, mais le regard dans ses yeux était déjà plus calme. Ce calme ne me rassurait pas. Au contraire, il m'effrayait, parce qu'il y a des gens qui ne sont calmes que lorsqu'ils ont déjà trop mal, au point de ne plus avoir la force de trembler. Juste au moment où Marc demandait à Béatrice d'où provenait cette procuration, Hélène a soudainement tendu la main pour ouvrir un petit sac en tissu qu'elle avait laissé à côté d'elle. Elle en a sorti un sachet en plastique transparent. À l'intérieur, il y avait plusieurs gélules brun foncé. Elles ressemblaient à des compléments alimentaires sous forme de gélules. Le sachet de pilules était noué soigneusement. À l'extérieur, il y avait même un petit papier collé avec la date écrite dessus. Hélène l'a posé sur la table. Toute la pièce s'est tournée, instantanément. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça, chérie? Tin Cree. Hélène m'a regardé. Puis elle a regardé Béatrice. Sa voix était très basse. C'est ce que Béa m'a donné avant que je ne fasse ma fausse couche. J'ai senti mon cœur s'arrêter de battre. Je me suis retourné rapidement vers Béatrice. La femme regardait vers le bas. Dès qu'elle a entendu cette phrase, elle a levé les yeux immédiatement. Son visage a changé un instant, et ensuite elle a haussé la voix. Quelle bêtise tu racontes? Ce sont des vitamines, qui n'en prend pas? Tu perds l'enfant et maintenant tu me jettes la faute dessus? Hélène n'a pas discuté. Elle a ouvert son téléphone, a fait glisser l'écran un instant et l'a ensuite montré d'abord à l'avocat Marc. Puis elle l'a posé sur la table. Sur l'écran, il y avait l'historique d'anciens messages entre elle et Béatrice. Il datait de quelques jours seulement avant la tragédie. Ce qu'avait écrit, Béatrice se voyait clairement. Prends-les régulièrement. Maman dit que c'est bon pour la grossesse. Ne le dis pas à Alexandre, il s'inquiéterait après. Les hommes, quand ils entendent parler de médicaments, ils exagèrent tout de suite. En dessous, Hélène répondait aussi, ces pilules, il faut demander au médecin ou pas? Béatrice répondait, demandez pourquoi faire. Beaucoup de gens de ma connaissance en prennent. Fais-moi confiance. D'accord. Je tenais le téléphone et j'avais les mains froides. Avant, Hélène m'avait seulement raconté que ce jour-là, elle était fatiguée, qu'elle avait eu mal au ventre et s'était évanouie dans la salle de bain. Elle n'avait jamais mentionné ce sachet de pilules. Peut être parce qu'à ce moment-là, perdre l'enfant était déjà assez douloureux. Peut être parce qu'elle avait aussi peur que je dise que Béa ne l'avait pas fait exprès, et peut être le plus douloureux, parce qu'elle avait pensé un jour que même si elle le disait, personne ne la croirait. Je me suis tourné vers maman. Tu étais au courant pour ces pilules ou pas? Ma mère a évité mon regard, a pincé les lèvres. Sa voix est devenue toute petite. Maman. Maman a seulement entendu Béatrice dire que c'était des pilules qu'une connaissance lui avait données pour en prendre et être en bonne santé. Comment maman pouvait-elle savoir s'il y avait un problème? Hélène l'a regardé sans l'accuser bruyamment. Elle a seulement demandé, as-tu un jour dit à Béa de me donner des pilules, maman? Sais-tu, maman? Le silence a duré longtemps jusqu'à ce que le tic-tac de l'horloge murale s'entende clairement. Béatrice s'est empressée d'interrompre. Maman, qu'est-ce qu'elle va en savoir? Je t'ai vu faible, alors je t'ai donné des vitamines. Que tu les prennes ou pas, c'est ton affaire. Maintenant, tu utilises le problème de la fausse couche pour menacer les autres. Tu ne te sens pas être une mauvaise personne? Hélène a levé les yeux. Cette fois, sa voix ne tremblait plus. Je n'accuse personne avant qu'il n'y ait des résultats. Mais Béa, toi, non plus, n'utilise pas ma souffrance d'avoir perdu mon enfant comme excuse. Ce bébé était mon fils. Il existait.
Ce n'est pas un outil pour tes sous-entendus. Ce n'est pas non plus un bouclier pour que tu te caches derrière. Cette phrase m'a mis une boule dans la gorge. J'ai regardé ma femme, puis j'ai regardé le sachet de pilules qui était sur la table. Juste un petit sachet de pilules. Mais c'était comme ouvrir un trou profond que je n'avais jamais osé regarder. Si le problème des pilules était vraiment un problème, alors la tragédie de notre fausse couche n'était peut-être pas seulement liée à un problème de santé physique et mentale, elle pourrait être liée à une imprudence, voire à un calcul froid. Mais je savais que je ne devais pas tirer de conclusion hâtive. À ce moment-là, ce dont Hélène avait besoin, ce n'était pas d'un mari en colère frappant la table, mais de quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés avec assez de calme pour faire éclater la vérité. L'avocat, Marc, a enfilé des gants médicaux fins qu'il gardait souvent dans sa mallette et a soigneusement mis le sachet de pilules dans une enveloppe en papier. Il a dit clairement, le problème des médicaments pendant la grossesse est une affaire sérieuse. Nous ne pouvons pas en tirer de conclusion nous-mêmes. Ici. Ce sachet de pilules doit être scellé et son contenu analysé. S'il y a des signes de danger ou une source peu claire qui a causé des problèmes de santé, il faudra le remettre aux autorités pour que les autorités prennent les mesures nécessaires. Monsieur Laurent a acquiescé d'une voix grave. C'est vrai, ceci n'est plus un problème de dispute à l'intérieur de la maison. Béatrice a commencé à perdre son calme. La femme s'est levée. Qu'est-ce que vous voulez? Un sachet de vitamines et vous en faites déjà une affaire de meurtre. J'ai déjà dit que je n'ai fait de mal à personne. Marc a regardé cette femme. Si vous n'avez fait de mal à personne, vous avez d'autant plus de raisons de coopérer. Pour expliquer l'origine. Où les avez-vous achetés? Qui vous les a donnés? Avez-vous encore le reçu ou les informations du vendeur? Béatrice a ouvert la bouche puis s'est tue. La femme ne pouvait pas répondre directement. Précisément à ce moment-là, la pièce est devenue encore plus froide. J'ai marché en m'approchant d'Hélène. Je me suis assis à côté d'elle devant ma mère, Béatrice et toutes les personnes présentes. J'ai prononcé ce que j'aurais dû prononcer depuis très longtemps. Pardonne-moi. À ce moment-là, je n'ai pas pu vous protéger, toi et notre enfant. Je t'ai laissé souffrir seule. Hélène a baissé la tête. Des larmes sont tombées sur le dos de sa main. Elle n'a pas dit « Je te pardonne ». Elle n'a pas non plus évité la demande de pardon. Elle est seulement restée assise en silence comme quelqu'un qui entend enfin la vérité qu'elle attendait. Béatrice a soudainement attrapé son téléphone. On voyait clairement que ses mains tremblaient. Elle a appelé Xavier. Sa voix a changé. « Xavier, viens chez Alexandre tout de suite. Vite, tout va être découvert. » Après avoir dit cela, elle m'a regardé, a regardé Marc, puis a regardé le sachet de pilules qui était déjà scellé. Pour la première fois ce soir-là, la vraie peur est apparue sur le visage de cette femme. Non pas la peur d'être calomniée, mais la peur parce que tout ce qu'elle avait enterré commençait à éclater au grand jour. Environ 20 minutes après l'appel de Béatrice, on a entendu dans la rue le bruit d'un coup de frein de voiture. Mon frère aîné, Xavier, est entré dans un état pitoyable que je ne lui avais jamais vu. La chemise froissée, les cheveux mouillés de sueur, les yeux rouges enflammés par le manque de sommeil. Il a regardé autour du salon. Il a vu ma mère assise, pâle, sur la chaise. Il a vu Béatrice serrant son téléphone, debout au bord de la table. Il a vu Hélène, assise en silence à côté de moi, avec une joue enflée et rouge. Son visage a changé instantanément. Béatrice, dès qu'elle a vu son mari, ce fut comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage. La femme s'est jetée sur lui en attrapant la main de Xavier. Sa voix, tout en pleurant, insistait « Xavier, dis-lui. Dis-lui à Alexandre. Nous avons seulement demandé à emprunter la maison d'Alexandre comme capital pour l'entreprise, n'est-ce pas? J'ai fait tout ça. Pour toi, pour cette maison, parce que je ne voulais pas que tu te retrouves acculé à la limite. » Elle parlait très vite, comme si elle avait peur que si elle arrivait une seconde trop tard, la vérité ne lui échappe des mains. Xavier n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé Béatrice un long moment, puis, il a regardé les documents sur la table. L'avocat, Marc, a repoussé la pile de procuration et la demande de divorce déchirée d'un côté. Laissez-les comme ils étaient. Monsieur Laurent était assis en silence, tandis que Pascal, le gardien, se tenait près de la porte en tant que témoin. L'atmosphère dans la pièce à ce moment-là était très dense. J'ai regardé mon frère aîné. Dans mon cœur, je ressentais de la douleur et en même temps de l'attente. Je savais que c'était quelqu'un d'endetté. Je savais aussi qu'il était faible face à sa femme. Mais j'espérais quand même qu'au moins il ne soit pas mauvais au point d'être le cerveau qui obligeait ma femme à signer des documents alors que je venais de quitter la maison. Après un moment, Xavier a dit d'une voix « Béa, je ne t'ai jamais dit d'obliger Hélène à signer des documents. » Toute la pièce est tombée dans le silence. Béatrice est restée paralysée.
La main qui agrippait celle de son mari s'est aussi relâchée. Ma mère a levé les yeux rapidement. « Xavier, qu'est-ce que tu dis ?» Xavier a avalé sa salive. Sa voix tremblait, mais elle était claire. « C'est vrai que j'ai des dettes. C'est vrai que j'ai échoué dans les affaires, mais je t'ai seulement dit à toi, Béa, de vendre la voiture, de liquider ce qui restait du magasin et d'aller rembourser petit à petit. Je ne t'ai jamais dit d'hypothéquer la maison d'Alexandre et encore moins d'obliger. » Hélène a signé quand Alexandre n'était pas là. Béatrice a crié immédiatement. « Comment peux-tu dire ça? Si ça ne t'inquiétait pas, alors avec quoi allais-tu payer? Vendre la voiture, ça rapporte combien? Le magasin est déjà détruit. Qui va vouloir l'acheter? Tu veux laisser venir réclamer la dette jusqu'à la maison? Tu veux que maman ait honte devant la famille? » Xavier a regardé sa femme. Son visage est devenu rouge. S'inquiéter, c'est différent de tromper. Sauver sa propre famille, c'est différent de pousser la maison de son frère dans le trou. L'avocat Marc a ouvert sa mallette à ce moment-là. Au début, la femme a essayé de lui prendre, mais Pascal le gardien a fait un pas en avant tandis que M. Laurent a dit, avec fermeté, « Il y a déjà des témoins ici. Ne touchez plus aux documents. » Marc a sorti une autre liasse de papier qui était attachée séparément. Il les a lus très vite. Puis son visage s'est assombri. Il m'a regardé et a dit doucement, « Alexandre, ce n'est pas seulement une procuration pour un prêt de capital. Il y a aussi ici une copie d'un contrat de vente de la maison. Le document contenait déjà toutes les informations relatives à ta maison. » Je me suis levé. « Quoi ?» Marc m'a montré le papier. L'adresse de ma maison. Et mes informations personnelles y figuraient. Les informations d'Hélène étaient, elles aussi presque entièrement renseignées. La partie acheteuse était quelqu'un, avec un nom étrange, mais dans la note de bas de page, il y avait une clause. Si la partie vendeuse ne respecte pas l'engagement, elle perdra la compte et paiera une pénalité double. Marc a continué. Si Hélène avait signé la procuration, la personne qui aurait eu ce pouvoir aurait pu l'utiliser pour continuer les étapes suivantes. Cette forme est très courante dans les cas de prêt rapide frauduleux. Au début, ils disent que c'est une hypothèque, alors qu'ensuite cela se transforme en accord de vente pour obliger le propriétaire à vendre à bas prix. Je me suis tourné vers Béatrice. J'avais la gorge nouée par la rage, mais j'ai continué à essayer de garder une voix basse. Ton intention était de vendre ma maison quand je serai aux États-Unis? Béatrice a reculé d'un demi-pas. Son visage était pâle comme un mort. Non. Pas vendre. Je pensais seulement chercher de l'argent pendant quelques mois et ensuite la récupérer. J'avais déjà tout calculé. Pendant que ce problème se résout, Xavier peut payer la dette. Tout ira bien. Et ce rire semblait si amer que je ressentais moi-même la douleur. Tu avais déjà tout calculé. Tu n'as seulement pas calculé si ma femme était d'accord ou non. Tu n'as pas calculé que cette maison est l'endroit que ma femme et moi avons construit pendant des années. Tu n'as pas compris que tu étais en train de voler et non d'emprunter. Xavier a soudainement levé la main et s'est giflé le visage lui-même. Le bruit de la gifle a fait sursauter toute la pièce. Il n'a pas frappé Béatrice. Il ne s'est pas non plus jeté pour insulter sa femme. Il s'est seulement giflé, lui-même et s'est tenu le visage. Sa voix était brisée. C'est vrai que je suis pauvre. C'est vrai que j'ai échoué. Mais je ne t'ai jamais appris à voler la maison de mon frère, et encore moins appris à utiliser la souffrance d'Hélène. D'avoir perdu l'enfant pour l'obliger à signer des documents. Béatrice est restée debout, paralysée. Ses lèvres tremblaient mais elle ne pouvait rien dire. Ma mère, à ce moment-là, semblait avoir perdu toutes ses forces. Elle était assise sur la chaise, ses deux mains serraient sa poitrine, ses yeux regardaient Béatrice et puis il revenait regarder Xavier. Peut-être qu'elle comprenait. Seulement à ce moment-là jusqu'où il l'avait mené. L'affection pour le fils aîné, la peur de perdre la face, la méfiance envers la belle-fille. Béatrice avait rassemblé tout cela en une corde pour ensuite utiliser les propres mains de maman pour étrangler le cou de ma famille. Ma mère a murmuré. Béa, tu avais dit à maman que ce n'était qu'un prêt temporaire. Tu avais dit que s'il y avait des documents, Alexandre comprendrait. Quand as-tu dit que c'était pour vendre la maison? Béatrice pleurait. Je n'avais pas le choix. Hélène a pris la parole à ce moment-là. Sa voix était fatiguée mais tranquille. Tout le monde a des moments où il n'a pas le choix. Mais personne n'a le droit de faire d'un autre une victime. Cette phrase est tombée très doucement, mais elle a fait taire toute la pièce. J'ai regardé Xavier qui baissait la tête. J'ai regardé ma mère qui était sous le choc. J'ai regardé Béatrice qui tremblait près de la pile de documents. Tout était enfin découvert. Ce n'était plus un problème d'emprunter de l'argent pour aider le frère. C'était une conspiration préparée méthodiquement qui visait ma maison, la signature de ma femme et mon absence pour transformer ce qu'on appelait famille en un piège. J'ai regardé la liasse de papier sur la table et, puis j'ai regardé le sachet de pilules qui avait déjà été mis à part par l'avocat Marc dans une enveloppe en papier.
Tout ce qu'il y avait devant moi, ce moment-là n'était plus un problème de dispute à l'intérieur de la maison. Une pile de procurations manifestement préparée pour obtenir une signature sous la contrainte. Une copie de la demande de divorce déjà rédigée. Un contrat de vente de la maison avec les informations déjà remplies. L'enregistrement de la caméra qui avait filmé la scène d'Hélène giflée, enfermée, calomniée, et aussi le sachet de pilules d'origine inconnue liée à la perte de l'enfant que nous n'avions jamais osé examiner plus en profondeur. Je me suis levé, bloquant la table. J'ai expliqué qu'à partir de maintenant, personne ne pouvait toucher à ces papiers. Béatrice a tendu la main, immédiatement avec l'intention de prendre la liasse de papier, mais Xavier a retenu le poignet de sa femme. L'avocat Marc a ouvert son dossier, a pris chaque enveloppe de documents, a noté la date et l'heure, a classé les documents, la vidéo, les messages, les témoignages de Madame Rose et de Denis. Il a dit, tout doit être scellé et copié. Qui a raison, qui a tort? Que les autorités établissent la vérité, mais sous aucun prétexte, on ne peut les déchirer, les brûler ou les emporter. Monsieur Laurent, le président du conseil syndical qui était assis à côté, a aussi soupiré. Ce problème n'est plus aussi simple qu'une dispute entre belle-mère et belle-fille. Il y a des signes de coercition, de signature de documents, des documents de propriété non transparents et en plus il y a une agression physique, la création de fausses vidéos. À mon avis, il vaut mieux l'emmener au commissariat de police local pour faire une déclaration d'abord, afin que personne ne puisse ensuite déformer les faits. Pascal, le gardien, a acquiescé en disant qu'il pouvait confirmer l'heure d'arrivée de Madame Rose et du livreur d'eau. La caméra du couloir avait aussi l'enregistrement. En entendant les mots « commissariat de police », Béatrice a pâli. La femme s'est tournée vers ma mère en pleurant à chaudes larmes. « Maman, maman, aide-moi. S'il m'emmène au commissariat, ma vie est finie. J'ai encore 2 enfants en bas âge. » Ma mère, qui était déjà confuse, en entendant cela, s'est mise à pleurer immédiatement. Elle m'a regardé. Sa voix suppliait. « Alexandre, après tout, Béatrice, c'est la famille. » Oui, elle s'est trompée. Maman lui dit de demander pardon. Si elle va au commissariat, quelle réputation restera-t-il à notre famille aux yeux des gens? J'ai entendu cela et mon cœur a beaucoup souffert. Elle restait ma mère, la personne qui avait veillé tard pour coudre des vêtements pour que j'aille à l'école, qui avait vendu chaque panier de fruits pour nous élever tous les deux. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais si, pour ne pas vouloir que maman souffre, j'obligeais Hélène à continuer de ravaler l'humiliation, alors je retournerai à mon ancienne erreur. J'ai dit doucement. C'est précisément parce que c'est la famille que j'ai donné l'occasion de parler sincèrement. Mais, si aujourd'hui je l'ignore, demain ma femme osera-t-elle encore dormir dans cette maison? Je peux aimer maman, aimer Xavier, mais je ne peux pas échanger la sécurité d'Hélène contre 2 mots de paix. Ma mère a ouvert la bouche avec l'intention de répliquer, mais Hélène a soudainement pris la parole. Sa voix n'était pas forte. Elle ne tremblait plus. Non plus. Je n'ai pas besoin que maman m'aime en ce moment. Je n'oblige pas. Non plus maman à m'accepter comme sa fille. Mais j'ai besoin que maman comprenne. Je suis aussi un être humain, pas un objet qui peut être sacrifié, chaque fois que notre famille a un problème. Cette phrase a fait baisser la tête de ma mère. Pour la première fois de toute la soirée, elle n'a pas répliqué. Ses 2 mains étaient entrelacées fortement, tremblant très doucement. L'avocat Marc a téléphoné et a parlé d'abord avec le commissariat de police local. Un peu plus tard, 2 agents sont venus à la maison pour prendre les dépositions, enregistrer l'incident et inviter les personnes impliquées à témoigner. Béatrice ne pouvait pas marcher. Elle devait s'accrocher au bras de Xavier. Elle disait constamment qu'elle était seulement perdue, qu'elle voulait seulement sauver son mari, qu'elle n'avait pas l'intention de faire de mal à personne. Mais les documents sur la table, l'enregistrement de la caméra, les témoins et aussi le contrat de vente avaient parlé à la place de tout ce qu'elle essayait de cacher. Mais ce n'était pas encore terminé. Juste au moment où tout le monde se préparait à partir, le téléphone de Béatrice a sonné continuellement. Elle a regardé l'écran et a éteint le téléphone, mais le numéro inconnu a rappelé. Xavier a pris le téléphone, l'a mis sur haut-parleur. On a entendu la voix froide d'un homme. « Madame Béatrice, les papiers de la maison ne sont pas en règle. Alors rendez les frais de gestion des papiers et l'argent de la compte de l'intermédiaire. Ne pensez pas qu'en éteignant le téléphone, tout est fini. » Toute la pièce est tombée dans le silence. Il s'est avéré que Béatrice avait déjà reçu une somme d'argent du groupe d'intermédiaires de prêts rapides pour gérer les papiers. Elle n'avait pas encore obtenu la signature d'Hélène. Elle n'avait pas encore tendu le piège à ma maison, mais elle-même était tombée dans son propre piège en premier. Xavier est resté debout, paralysé. Son visage était pâle comme un mort. Il s'est tourné pour regarder sa femme. Sa voix était rauque. « Béa, combien de choses m'as-tu encore caché ?» Béatrice pleurait. Mais cette fois, personne n'a
couru pour l'aider. Xavier a dit juste devant tout le monde, je m'occuperai personnellement des créanciers officiels. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de toi. Je suis pauvre, j'ai des dettes, mais je ne vais pas permettre que continue à utiliser le nom de la famille pour faire du mal aux autres. Cette phrase a été comme le dernier couteau qui a coupé le scénario du drame que Béatrice avait construit avec des larmes et de la ruse. Cette nuit-là, après avoir fait la déclaration initiale, j'ai emmené ma mère au village avec Xavier. Dans la voiture, ma mère est restée assise en silence. Pendant tout le trajet. Quand nous sommes arrivés devant la porte de la maison, ce n'est qu'alors qu'elle a dit d'une voix rauque. « Tu es en colère contre moi ». J'ai secoué la tête. J'ai mis dans la main de maman une enveloppe contenant l'argent pour les dépenses du mois et une feuille avec le rendez-vous chez le rhumatologue que j'avais déjà demandé à quelqu'un de prendre. Je ne déteste pas maman. Je suis toujours le fils de maman. Chaque mois, je continue d'envoyer l'argent pour les dépenses. Si maman est malade, je m'inquiète toujours. Mais à partir de maintenant, maman ne peut pas entrer chez moi sans permission. Elle ne peut plus jamais se mêler des affaires des documents de mon mariage. Ma mère a regardé l'enveloppe dans sa main. Les larmes sont tombées, mais elle n'a rien. Dette. J'ai continué. Chaque mot était très difficile mais très nécessaire. Être un bon fils pour maman ne signifie pas laisser maman faire du mal à ma femme. Si j'avais posé cette limite avant, Hélène n'aurait pas souffert à ce point. Je suis rentré à la maison alors que le jour se levait. La ville était encore couverte d'une légère brume. Les rues étaient plus désertes que d'habitude. Dans mon cœur, je ne me sentais pas satisfait. Il n'y avait qu'un soulagement douloureux. Soulagement parce qu'enfin, la vérité avait été découverte. Douleur, parce que le prix de cette vérité était une famille de sang brisé, une femme, pleine de blessures et une leçon trop tardive pour un homme qui avait pensé un jour qu'il suffirait de se taire pour maintenir l'harmonie. Après cette nuit, Hélène ne m'a pas pardonné immédiatement. Elle n'a pas non plus couru pour m'embrasser et pleurer comme dans les films que les gens ont l'habitude de voir. La vraie vie n'est pas si simple. Une blessure ignorée trop longtemps ne peut pas guérir avec juste une phrase de demande de pardon. Le lendemain matin, Hélène a déménagé dans la petite chambre. Elle a pris quelques vêtements, son oreiller préféré et la boîte en bois avec les affaires de notre enfant qui n'était jamais né. Elle m'a dit très doucement, j'ai besoin de temps. Je veux voir que tu changes avec des actes, pas avec des promesses. J'ai hoché la tête. Pour la première fois, je n'ai pas dit, je sais que je me suis trompé, pardonne-moi. Et je n'ai pas non plus utilisé mes regrets pour l'obliger à s'adoucir. J'ai seulement répondu, oui, j'attendrai le temps qu'il faudra. Cette fois, je le ferai. Je ne ferai pas que parler. La première chose que j'ai faite a été de changer toutes les serrures des portes, de changer le mot de passe de la caméra, de reconfigurer les droits d'accès uniquement pour moi et Hélène. Tous les documents de la maison, les assurances, les livrets d'épargne, je les ai mis dans le coffre-fort de la banque au nom de la gestion conjointe du mariage. J'ai aussi annulé le voyage d'affaires aux États-Unis, acceptant la perte de l'opportunité de promotion pour laquelle je m'étais tant efforcé. Mon patron a demandé si j'étais sûr. J'ai juste dit qu'une situation familiale exigeait ma présence. Avant, je pensais qu'un homme devait sortir pour gagner beaucoup d'argent pour pouvoir dire qu'il entretenait sa femme et ses enfants. Maintenant, je venais de comprendre. Il y a des moments où rester du bon côté a bien plus de valeur que n'importe quel prime. Hélène a entendu l'histoire de l'annulation du voyage. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit « Je n'ai pas besoin que tu annules tout ton travail pour moi. J'ai juste besoin que lorsque je vais mal, tu ne m'obliges pas à prouver que je vais mal. » Cette phrase m'a mis une boule dans la gorge. Il s'avérait que la plus grande blessure d'Hélène n'était pas seulement la gifle. Ce n'était pas seulement la liasse de documents qu'on l'avait obligée à signer. Ce n'était pas non plus seulement les mots blessants. La plus grande blessure, c'était qu'elle avait dû, de trop nombreuses fois, donner des preuves de sa propre souffrance devant son mari. J'aurais dû la croire du premier coup. Quelques semaines plus tard, ma mère a appelé. Elle ne pleurait pas comme d'habitude. Sa voix était rauque et mal à l'aise. Peut-être parce que toute sa vie, elle avait été habituée à être mère, habituée à ce que ses enfants l'aiment. Donc, une phrase de demande de pardon était difficile à prononcer. Elle a dit à Hélène « Maman s'est trompée. Maman a écouté les autres et a laissé l'orgueil lui couvrir les yeux en te faisant souffrir. » Hélène a tenu le téléphone longtemps. Elle ne s'est pas empressée de répondre à la voix de maman. Comme avant. Elle a seulement répondu « J'accepte la demande de pardon, mais, pour pouvoir faire confiance à nouveau, il faut du temps. » J'étais debout à côté sans l'interrompre. Certains ponts ont brûlé. Pour les reconstruire, on ne peut pas obliger la personne qui s'est brûlée à les traverser immédiatement. Béatrice, après cela, a dû traiter avec les autorités concernant les documents qu'elle avait préparés et les actes de coercition
de falsification et de calomnie. Le sachet de pilule a aussi été envoyé pour analyse. Tout ne pouvait pas être clos en un jour. Mais au moins, la vérité avait déjà son propre chemin. Cette femme a perdu sa réputation aux yeux de la famille, a perdu la confiance de son mari et a aussi été poursuivie par le groupe de prêteurs rapides déguisés pour les frais qu'elle avait reçus en secret auparavant dans le cadre de son plan. Au final, elle est restée elle-même piégée dans la corde qu'elle avait installée. Je ne me sentais pas satisfait de voir une autre famille brisée, mais je comprends qu'il y a certaines conséquences que personne ne peut supporter pour l'autre. Xavier est venu chez moi un après-midi. Il n'a pas amené sa femme. Il est resté debout devant la porte longtemps avant d'oser sonner lorsqu'il s'est retrouvé face à Hélène et à moi. Il a baissé la tête. Je vous demande pardon. J'ai été faible en laissant s'installer le problème de la dette. Je suis devenu la raison pour laquelle d'autres vous ont fait du mal à tous les deux. Je ne demande plus d'argent. Je demande seulement de pouvoir réparer ma propre erreur. Osez. J'ai continué à l'aider à chercher un travail plus stable grâce à des connaissances, mais je ne lui ai pas donné d'argent directement. Je n'ai signé aucune garantie non plus. Aider la famille ne signifie pas laisser la bonté devenir un pont pour qu'il continue d'avancer dans l'erreur. La maison est peu à peu redevenue tranquille. Pas le genre de silence terrifiant, comme avant, mais une tranquillité lente et pleine de précautions. J'ai appris à frapper à la porte de la chambre d'Hélène avant d'entrer. J'ai appris à lui demander si elle était fatiguée aujourd'hui, puis à m'asseoir pour écouter sa réponse jusqu'à la fin. J'ai appris à ne pas interrompre avec des phrases comme « ne réfléchis pas trop » ou « tout est déjà passé », car pour la personne blessée, tout ne passe pas aussi vite que pour les autres. Un soir, pendant que je dînais, Hélène a ouvert la vieille boîte en bois. À l'intérieur, il y avait une paire de petites chaussettes jaune pâle, la première échographie, un papier sur lequel elle avait un jour écrit le surnom, la petite pousse. Elle a tenu la paire de chaussettes dans ses mains, s'est assise en silence très longtemps. Puis elle a pleuré. C'était la première fois, depuis plusieurs mois qu'Hélène pleurait à chaudes larmes. Je me suis assis à côté d'elle sans lui dire de ne plus être triste. Je lui ai seulement pris la main et je lui ai dit, notre enfant a existé. Ta souffrance aussi est réelle. Hélène a appuyé sa tête sur mon épaule très doucement, mais pour moi, c'était déjà le commencement d'un pardon. Pas un pardon pour tout, mais pour nous deux, une occasion d'avancer. Après cet incident, j'ai compris qu'être mari ne signifie pas se tenir au milieu, pour que tout le monde soit content. Il y a des moments où se tenir au milieu n'est qu'une excuse pour fuir. Être mari, c'est devoir savoir se tenir au bon endroit, surtout quand la personne à nos côtés est blessée. Il y a des gens qui s'aiment, mais s'il y a des conspirations, ils récolteront alors des désastres, tandis que les gens de bien, s'ils savent s'en rendre compte à temps, peuvent encore sauver leur mariage avant qu'il ne s'effondre. Oui,